Bonjour à toutes et à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review qui m'a été demandée plusieurs fois dans les commentaires de vidéos, notamment des vidéos débutées au 9e âge et par MP, donc on est parti sur une vidéo qui va parler de magie. Donc je vais parler de la magie avec comme grosse base l'Arcane Compendium, qui est le supplément qui traite des domaines de magie et des objets magiques. Là on va se baser vraiment sur la magie et les objets magiques, on verra ça dans une autre vidéo. Je me disais que la magie, ça aurait été original. Vous voulez apprendre la magie? Ah oui. Alors, les principes de base. Même si j'en ai déjà parlé dans les vidéos de débutants et que tout est très très bien expliqué dans le livre des règles, on va refaire vite fait un passage sur comment on fait de la magie au 9e âge. Donc au 9e âge, on génère à la phase numéro 3, on va devoir tirer une carte parmi un paquet de 8 cartes que vous voyez à l'écran, qui sont les flux cards, et qui vont avoir plusieurs informations très importantes pour d'autres phases, évidemment. La première, c'est le nombre de Magic Dice, donc de dés de magie que va avoir chaque joueur. Donc on commence avec une base équivalente. Les dés de magie, c'est ce qui va servir à incanter les sorts. Et on va générer des Vel tokens, donc là c'est précisé à chaque fois, hein, c'est le joueur actif qui va générer ces Vel tokens, contrairement au joueur passif de réaction, le joueur réactif qui lui ne va avoir que ses Magic Dice pour pouvoir se défendre contre vos agressions magiques. Les Vel tokens, on rappelle vite fait qu'on peut en générer via les capacités de channel, donc de canalisation de certaines figurines, que ce soit des sorciers, que ce soit des prêtres, ou que ce soit des objets magiques, ou des figurines en elles-mêmes, comme certains hôtels qui ont cette capacité. On peut transformer 3 Vel tokens en 1 dé de magie, et on peut faire ça maximum 4 fois dans la même phase de magie. Donc, en gros, et tant que les règles d'armée ne changent pas dans les nouveaux livres d'armée, pour l'instant c'est toujours le cas, on ne peut pas avoir plus de 4 dés de magie de plus que son adversaire quand on est joueur actif. Et on remarque que les cartes 1 et 8 ont un petit texte en plus qui parle des miscasts, donc des fiascos, qui sont les dangers inhérents à l'incantation de sorts dans le monde du 9e âge. Si vous êtes sur la carte numéro 1, eh bien tous vos miscasts du tour auront un +1 sur leur valeur, on verra tout à l'heure ce que c'est que les miscasts et comment ça fonctionne, et il y aura un -1 si vous êtes sur la carte 8. Donc en gros, la carte 1, il faut pas prendre trop de risques, la carte 8, on peut en prendre un petit peu plus, quant à l'incantation et quant au pouvoir qu'on veut mettre dans nos dés de magie. Donc, pour incanter un sort, c'est très simple, il faudra réussir, on va lancer des dés, donc on va avoir notre pool de dés de magie, il faudra en prendre entre 1 et 5 maximum pour incanter un sort. Pour incanter un sort, on a une valeur de lancement de sort qui peut être modifiée par certaines armées ou par certains objets, vous pouvez avoir quelques bonus, et vous lancez vos dés, et il faut faire au moins le score demandé. Si le sort est par exemple du 7+, il faudra faire 7 ou plus sur le nombre de dés que vous allez lancer. Et ça devient la valeur à atteindre par votre adversaire pour dissiper. Il faut faire égal ou supérieur à ce qu'a fait l'incantateur pour dissiper. Si vous faites des as, vous les récupérez, c'est ce qu'on appelle le fizzle, excepté si vous avez lancé qu'un seul dé. Et puis bien sûr, quand on en reparlera pour les miscasts, mais plus vous lancez de dés, plus c'est dangereux. Mais ça, on en avait déjà parlé dans la vidéo de débutant au niveau du chapitre sur la magie. Maintenant, on va s'atteler vraiment aux sorts en eux-mêmes et on va essayer de répondre à qu'est-ce qu'un sort au 9e âge. Les caractéristiques d'un sort. Donc, on va prendre le premier sort de l'alchimie, qui est le Quicksilver Lash, et on va un petit peu détailler cette espèce de charte qui est d'unité. C'est pas vraiment une charte d'unité, c'est une charte de sort au final, pour voir un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Déjà, on a son chiffre. Le chiffre, c'est sa position dans le domaine. Vous verrez que c'est important puisque selon votre capacité à lancer des sorts, votre niveau de magie, entre guillemets, vous aurez accès ou non à un certain nombre de sorts et ce chiffre servira notamment pour cela. On a évidemment le nom, donc là le Quicksilver Lash. On a sa valeur de lancement, la casting value. C'est donc, comme je le disais, le minimum qu'il faut faire avec vos dés plus les bonus moins les malus en incantation pour pouvoir passer le sort. La distance, donc la range, c'est la distance maximale pour que le sort fonctionne. Le type, alors le type, on devrait dire les types, parce que la plupart des sorts, vous verrez, ont plusieurs types. On reviendra là sur ça après. Mais en gros, c'est ce qui va déterminer si vous avez besoin d'une ligne de vue, si vous êtes dans l'arc de vue, si vous pouvez viser telle ou telle unité, etc., etc. La durée du sort. Donc ça aussi, vous verrez, il y a 3 durées principales. Parfois, certains sorts ont plusieurs effets avec des durées différentes. Et puis justement, les effets, donc que fait le sort en lui-même et quels sont les effets à appliquer quand le sort passe et n'est pas dissipé. Les caractéristiques d'un sort en continu avec les capacités, donc l'Unspelled. Donc ça, c'est un terme générique pour les sorts que l'on connaît, les sorts que l'on lance. Il faut savoir qu'on ne peut pas lancer, on ne peut pas tenter de lancer 2 fois le même sort, même si on a 2 sorciers qui l'ont. Mettons, reprenons Quicksilver Lash, qui n'est pas un sort particulier. Mettons que j'ai 2 sorciers de l'alchimie,
Ils l'ont pris tous les deux, ça ils ont le droit. Ça me permet de les placer à différents endroits sur la table et de me dire, si j'ai besoin d'un Quicksilver Lash à gauche, j'aurai mon mage, et puis si j'en ai besoin à droite, j'aurai mon deuxième mage. Par contre, on ne peut pas lancer les deux, mais on ne peut même pas tenter de les lancer. C'est-à-dire que si le premier tente de le lancer et qu'il est dissipé ou que je le rate tout simplement, l'autre ne peut pas le tenter. C'est la limite pour éviter de spammer les sorts un peu violents ou tout simplement les blasts. Ce serait simple de prendre plein de petits magiciens par exemple du feu et de spammer les boules de feu. Donc là c'est vraiment pour éviter ce genre de choses. Les Hereditary Spells, on n'en parlera pas spécialement dans cette vidéo. Vous avez vu dans toutes les reviews que l'on a fait sur les livres d'armée, on a parlé du sort héréditaire, donc qui est accessible que à un livre d'armée. Il a toutes les règles d'Alliance Spell. L'attribute, qui sera marqué par la lettre A, c'est un sort spécifique qui a ses spécificités en termes de durée, de distance, de cible et d'effet, qui va être déclenché à chaque fois que vous réussirez un sort du domaine en question. Donc, par exemple, l'attribut de l'alchimie se déclenchera à chaque fois que vous réussirez un de vos sorts de l'alchimie. Après, il faut avoir une cible éligible, etc. Ça change pas. Ça reste un sort en lui-même qui ne peut pas être dispel. En fait, il ne peut pas être dissipé puisqu'il est intrinsèquement lié au fait que votre sort est passé. Attention, l'attribut ne se déclenche qu'après la résolution des effets du sort. Réplicable, alors, qui sera marqué par la lettre R, ou rep, plus souvent. Réplicable, c'est ta gueule les règles, c'est pour les sorts appris, je viens de vous dire qu'on pouvait pas les lancer 2 fois de suite, et là, le réplicable, comme le nom l'indique, permet de passer cette règle. Et donc du coup, un sort répétable peut être lancé, donc toujours qu'une seule fois par sorcier, et par phase de magie, mais par contre, chaque sorcier ou chaque unité, chaque figurine qui possède ce sort pourra le tenter, qu'il ait été réussi par les autres ou non avant, dans la même phase de magie. C'est le cas par exemple du Arise, qui est l'Hereditary Spell des vampires, qui permet de remonter, voire de créer des zombies et des squelettes. Ils ne sont pas limités à 1, s'ils ont 3 sorciers et que les 3 sorciers l'ont par exemple, ils peuvent le faire jusqu'à 3 fois dans chaque phase de magie. Donc répétable est une capacité vraiment très intéressante. Les Bound Spells, là ici je vais pas m'étendre dessus, mais ce sont les sorts liés. Ce sont des sorts qui n'ont pas besoin d'être incantés activement, c'est-à-dire que vous ne lancez pas les dés, vous en sacrifiez 2 ou 3 selon si vous voulez, ça passe plus ou moins facilement. Il y a une valeur fixe, traditionnellement c'est 4 pour 2 dés et 8 pour 3 dés, mais ça peut changer, et c'est ce que doit faire votre adversaire pour dissiper. Donc vous ne pouvez pas tenter d'avoir un gros score en lançant plein de dés ou en espérant avoir de la chance sur les dés, mais d'un autre côté, vous êtes sûr que le sort passe, à moins que votre adversaire n'arrive à le dissiper. Et les bound spells sont tous réplicables, et rendent un sort réplicable. Ce qui veut dire que si vous avez par exemple Quicksilver Lash avec votre magicien de l'alchimie, et si un autre personnage avait un objet magique qui lui permettait de lancer Quicksilver Lash en Bound Spell, ça vous permet de lancer ces 2 sorts dans la même phase de magie. Ça vous permet pas un 3e Quicksilver Lash qui serait, lui, un sort appris par un autre sorcier d'être lancé. Mais ça vous permet de lancer le sort classique et sa version Bound Spell, ou ses versions Bound Spell si vous aviez plusieurs fois ce sort. Ce qui rend les sorts liés très intéressants, et c'est ce qui fait toute la force de la magie naine, notamment, qui n'a que des sorts liés. La sélection des sortilèges. Combien j'ai de magie, combien j'ai de sorts, tout ça va dépendre du niveau de magie de vos sorciers. Alors il n'y a pas vraiment de niveau chiffré, en fait ils ont des noms. On a les apprentices, donc les apprentis, qui ont un seul sort connu, ils peuvent choisir soit le sort numéro 1 de leur domaine, soit l'Hereditary Spell, donc le sort héréditaire. Nous avons les adeptes, qui eux ont 2 sorts connus, et qui peuvent choisir entre le premier et le 4e de leur domaine, donc soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, et jusqu'à 2 sorts, et les Hereditary Spells évidemment. Et nous avons les Masters, qui eux vont avoir 4 sorts connus, qui peuvent choisir de 1 à 6, puisque vous verrez que les domaines de magie comprennent 6 sorts principaux, hein. Il y a certains domaines qui ont des sorts un petit peu bizarres, mais supplémentaires, mais en gros il y a 6 sorts par domaine, donc le Master évidemment a accès à tous les sorts, il peut en choisir 4 dedans, et il peut également choisir l'Hereditary Spell. Certains sorciers, certains objets magiques, certaines capacités permettent de choisir plus de sorts que le nombre que vous voyez là, et il y a des règles aussi qui permettent de dépasser les limites de sélection. Certains sorciers, par exemple, on va prendre l'exemple des Vermin Swarm, avec une configuration particulière, même s'il n'y a que des adeptes, ils peuvent choisir les sorts 5 et 6 comme s'ils étaient des masters, mais ils sont réduits quand même à avoir 2 sorts connus. Les types de sortilèges. Alors les types de sortilèges, il y en a plein, et en plus, un sortilège peut cumuler la plupart de ces types. Chaque type de sortilège va amener des spécificités et surtout des restrictions. Et quand on a plusieurs types, toutes les restrictions se cumulent. Le premier type, c'est l'augmente. Donc l'augmentation, c'est un bonus, un buff, comme on dit. Ça va être un bonus sur une capacité, sur du combat, sur des tests de discipline, etc., etc. Donc c'est quelque chose de positif, le plus souvent. Ça se lance à 360 degrés par rapport au sorcier, et bien sûr, il faut être dans la zone. L'aura, l'aura, par définition, c'est simple, hein, c'est une aura, donc c'est une aura où on a donc dans sa capacité le rayon. C'est le rayon
autour du sorcier, autour du socle du sorcier. Donc si le sorcier par exemple est monté sur un monstre, son socle est plus grand, donc l'aura est un peu plus grande, ça crée un ovale quand vous avez un socle rectangulaire, puisqu'on calcule pas au centre de la figurine, mais à partir du socle. Et toutes les unités qui sont dedans, partiellement ou non, sont atteintes par le sort. Même s'il y a un pouillème de l'unité qui est dedans, vous êtes éligible au sort et donc à ses effets. Caster, c'est un sort qui ne vise que le lanceur de sort. Il est le seul à recevoir les effets du sort. Caster's Unit, pareil que Caster, mais pour toute l'unité du lanceur de sort. Les Damage, donc ce sont des sorts qui, comme leur nom l'indique, infligent des dégâts, mais c'est surtout que, alors au niveau de la restriction, ça ne peut viser que des unités qui ne sont pas engagées au corps à corps. C'est les mêmes restrictions que sur le tir. On ne peut pas tirer dans un corps à corps, et bien là on ne peut pas lancer un sort qui est de type Damage dans un corps à corps, donc dans une unité qui est engagée. Direct, c'est un sort qui nécessite d'être de l'arc frontal du lanceur de sort. Donc vous devez regarder votre arc frontal, on rappelle, 45 degrés à gauche, 45 degrés à droite, et donc les unités ou les figurines uniques qui sont visées doivent être dans cet arc frontal. On rappelle que si vous voulez viser une unité, il suffit qu'il y ait une petite partie de cette unité qui soit visible, enfin qui soit dans votre arc frontal pour que le sort puisse passer. Focused. Donc ça c'est une capacité assez intéressante pour certains sorts. Ça permet de viser un modèle dans une unité, un modèle précis. Le plus souvent c'est pour viser un personnage ou un champion, alors que par exemple si vous lancez un sort de dommage dans une unité, aussi il y a un personnage qui est dans l'unité et qui il respecte certaines règles sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, normalement vous ne pouvez pas lui allouer les blessures, alors que là vous pouvez le viser lui en particulier. Donc très intéressant, notamment pour les sorts qu'on appelle de snipe, qui permettent donc de buter les personnages à distance. Le ground, donc là c'est... Le sort n'a pas de cible en termes de figurine, ni d'unité, ni de figurine solo. À la place, vous visez un point qui est sur le champ de bataille. Hex, donc malédiction, c'est le contraire d'augmente, mais ça fonctionne pareil. C'est à 360, par contre ça ne cible que les cibles ennemies. Augmentation, j'ai oublié de préciser, mais évidemment ça ne cible que les unités amies, alliées. Vous ne pouvez pas lancer une augmentation sur un ennemi, comme vous ne pouvez pas lancer une malédiction sur une de vos unités. Les missiles... Donc là, c'est un peu plus précis que des directs. Non seulement il faut que ça soit dans l'arc frontal du magicien, mais en plus, il faut qu'il puisse tracer une ligne de vue. Donc là, c'est vraiment les règles typiques du tir. Sauf que c'est un tir magique. Évidemment, vu que c'est toujours une attaque de distance, vous ne pouvez pas lancer ça dans un corps à corps. Et de plus, vous ne pouvez pas lancer ce sort si vous êtes vous-même dans un corps à corps. Contrairement au damage direct, par exemple, au sort direct, si votre sorcier est au corps à corps, il peut lancer, alors pas dans son unité ou pas dans l'unité ennemie, puisque elles sont engagées au corps à corps et qu'on a dit qu'on pouvait pas, mais il peut le lancer sur une autre unité qui, elle, n'est pas engagée. Mettons que votre sorcier est dans une unité, il est au corps à corps avec des lanciers, il y a des archers derrière qui, eux, ne sont pas engagés au corps à corps, il peut lancer son sort dedans. Là, pour un missile, il pourra pas parce qu'il est lui-même engagé au corps à corps. Donc c'est vraiment les restrictions pures du tir. Range X. Donc, la plupart des sorts vont avoir les sorts ont une distance maximum d'effet, comme on l'a dit. Donc, seules les cibles qui sont dans les X pouces sont éligibles. Et par contre, parfois, cette distance peut être modifiée. Certains sorciers ont des capacités pour augmenter cette distance. Il y a des effets qui réduisent les distances. Et même dans les sorts en eux-mêmes, on verra que selon les versions que vous voulez lancer, parfois la distance change. Et enfin, la dernière règle spéciale Universal, c'est à la fois une augmente ou une hex, donc en gros vous pouvez le lancer soit sur des unités à vous, soit sur une unité ennemie, les cibles sont éligibles dans les deux cas. La durée du sortilège, donc on a 3 durées principales, on a l'instant, donc ça se fait au moment de l'incantation, on résout les effets immédiatement après c'est terminé. On a one turn, donc là par contre ça dure un tour complet, pas seulement le tour du joueur, c'est-à-dire que en gros c'est actif jusqu'au début de la prochaine phase de magie du joueur qui a lancé le sort. Donc ce sera actif également pendant le tour de l'adversaire, c'est ça qu'il faut voir. La plupart des bonus, la plupart des malus, les hex, les augmenter les hex, fonctionnent en one turn notamment. Donc évidemment, il faut bien le prendre en compte quand vous lancez le sort et surtout quand vous essayez de le dissiper, de se dire, il n'y a pas qu'à ce tour-là que ça va être actif, ça va être actif à mon tour. Exemple, si votre adversaire vous lance une augmentation, donc un bonus sur une de ses unités, un bonus de corps à corps, mais l'unité pour au corps à corps, vous pourriez vous dire, bon je le laisse passer, c'est pas très grave, mais est-ce que vous ne comptiez pas le charger le tour d'après? Parce que si vous le chargez, il aura quand même son sort d'actif. Donc il faut faire attention. Et permanent, donc la durée, c'est assez clair comme terme, ça dure tout le reste de la partie, sachant que
pour certains de ces sorts permanents, il y a des capacités spécifiques pour les dissiper, ou pas. Certains sorts seront, vous verrez, permanents tout court. Maintenant que vous savez comment on lit un sort, quels sont les différents types, ce que ça veut dire, les différents termes, on va pouvoir s'attaquer aux domaines de magie. Les domaines de magie, ils sont au nombre de 10, et vous verrez que certaines armées ont accès à plus ou moins de domaines. Tous les domaines ne sont pas accessibles par toutes les armées, ce serait trop simple, et ça fait même partie de la force, on va dire, intrinsèque de chaque armée, de savoir quel domaine ils peuvent avoir. Ça transforme quoi, la pierre philo-truc? Le plomb en or. Ah oui, j'en ai entendu parler, oui. On va commencer par l'alchimie, donc l'alchimie. Les armées qui ont accès, nous avons les Dread Elves, nous avons l'Empire of Sunstall, les Highborn Elves, les Infernal Dwarves, les Saurian Ancient, les vampires et nos amis Warrior of Dark God. Et on est parti sur l'attribut de ce domaine, donc qui s'appelle Alchemical Fire. La distance est de 18 pouces, c'est une malédiction, ça dure un tour. La cible devient inflammable seulement contre les mêlées. Alors, vous verrez que certains sorts du domaine permettent, ou d'autres domaines permettent d'obtenir des attaques enflammées. Certaines figurines ont des attaques enflammées de base. Et puis, il y a toujours la Flaming Standard qui peut être prise jusqu'à 3 fois dans chaque armée. C'est une bannière magique qui permet, en activation, d'obtenir des attaques enflammées. Il y a le Cleansing Light qui est un enchantement d'arme qui permet d'enflammer son arme également. Et les nains ont une rune qui fait la même chose. Donc, il y a quand même des sources de feu assez grandes. Attention, là c'est bien précisé, mêlée attaque, fut un temps ce n'était pas précisé, et ça commençait à être beaucoup trop compliqué avec les armes de tir enflammées, et avec le feu tout simplement, parce qu'il y a un domaine qui s'appelle la pyromancie, donc ça faisait beaucoup. On rappelle que quand vous êtes inflammable, si une attaque enflammée vous touche, l'attaque enflammée va relancer pour blesser, donc ça peut être très très fort. Voilà, donc là, vous voyez tout de suite, rien qu'avec l'attribut de la chimie, vous sentez que ça va être un domaine de combo. La plupart des domaines de magie sont des domaines de combo, il y a rarement des domaines qui ne font pas partie de combo et qui sont simplement là, qui se suffisent à eux-mêmes. Mais il y en a. On passe au sort numéro 1, le Quicksilver Lash qu'on avait déjà vu un petit peu tout à l'heure. On voit que pour le lancer, il faut faire 7 ou plus. La distance, elle est 24 pouces, c'est un dommage, c'est une malédiction et c'est un missile, donc... Alors je vais pas le faire pour tous les sorts, mais là je réexplique. Du coup, c'est un missile, donc vous ne pouvez pas le lancer en étant au corps à corps. Ça c'est un damage, la cible doit être dans votre arc frontal. Et c'est une malédiction, donc vous pouvez viser que l'ennemi. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. La restriction de damage, je dois être dans mon arc frontal. La restriction de Hex, ça doit être un ennemi qui est ciblé. La restriction de missile, je ne dois pas moi être engagé au corps à corps. Et bien sûr, la cible ne doit pas être engagée au corps à corps non plus. La durée c'est instant, donc on fait claquer le fouet et on fait les effets et après c'est terminé. Donc la cible va subir un des 3 plus 1 touche avec la capacité Flaming Attack, Magical Attack et Armor Penetration 10. Donc autant vous dire que y a pas d'armure. Ces touches vont toujours, attention le toujours est précisé, il est en gras, ce qui veut dire qu'il ne peut pas être modifié, ni dans le bonus, ni dans le malus. Vont toujours blesser sur un score égal, un score supérieur, égal à 7 moins la valeur de l'armure de la cible. Donc comprenez que plus vous êtes armuré, plus il sera facile de vous blesser. On rappelle que un 6 non modifié est toujours une réussite et un 1 modifié toujours un échec. Donc mettons que notre cible a une valeur d'armure de 4, c'est-à-dire qu'il a une 3+ de sauvegarde, mais c'est pas le 3+ qui nous intéresse, c'est le 4. On fait 7 moins 4, 3, on va donc le blesser sur 3. En gros, on va le blesser sur sa valeur de réussite d'armure. S'il réussit ses armures sur 3+, on va le blesser sur 3+. Et attention, on est en Flaming Attack. Si jamais notre adversaire a une Aegis contre le feu, typiquement les Infernal Dwarves, la Dragonforge Armor des Highborn Elves, que sais-je, il y en a plein, ou une Aegis tout court d'ailleurs, mais bon, une Aegis particulière contre le feu, avec la Dragonfire Gem par exemple. Donc là, ça fonctionne aussi. Donc évidemment, il faut éviter de viser ce genre de personnes, sauf si on n'a pas le choix. Le deuxième sort est Word of Iron. On voit qu'il y a 2 valeurs différentes d'incantation. Donc ce sera 5+, et en version boostée 9+. La distance est de 24 pouces, ça change pas. C'est une augmentation, donc ça ne peut viser qu'une unité amie, ou un personnage ami. Ça dure un tour, donc jusqu'à votre prochain début de phase de magie. La cible va gagner soit +1 en armure, soit si vous l'avez lancé en boosté, +2 en armure. Les versions boostées et les versions étendues, qu'on verra aussi dans d'autres domaines, doivent être annoncées bien sûr avant de lancer le sort. Quand vous lancez votre sort, vous dites, par exemple, je vais incanter Word of Iron et je vais le lancer en version boostée pour avoir mon plus d'armure. Par contre, il faut que je fasse 9. C'est-à-dire que si vous faites 6, par exemple, ou 7, Word of Iron classique serait passé, mais là, la version boostée, non, donc vous raterez votre sort. Le troisième sort est Glory of Gold. Lui, c'est sur 8+ que ça se lance, 18 pouces de distance, c'est une augmente, ça dure un tour. La cible va gagner +1 en Armor Penetration, donc en AP, les Flaming Attack et les Magical Attack. Donc là, encore une fois, vous voyez, une capacité à gagner la Flaming Attack.
La Silver Spike, qui est le 4e sort de l'alchimie, 6+, ou en 9+, en boosté. On voit que la distance est de 18 pouces en classique et en 36 pouces en boosté, donc on double la distance. C'est un ex-missile damage, c'est instantané, comme la plupart des dommages, ça fait des dégâts immédiatement et après ça s'arrête. La cible va prendre une touche de force 6, avec AP10, Magical Attack, Multiple Wound D3. De plus, elle a une Area Attack, c'est un tir de baliste en gros, de 1 sur 5, ce qui veut dire que les 4 potentielles autres touches qui sont derrière selon le nombre de rangs, eux seront Force 4, toujours AP10, mais par contre pas de Multiple Wound. Bon, encore un blast très intéressant, iconique de ce domaine, et vous remarquerez qu'elle n'est pas enflammée, donc elle ne subit pas les malus que peuvent subir le Quicksilver Lash par exemple. Le 5e sort, Corruption of Tin. Sur du 8+, à 136 pouces, c'est une malédiction, c'est permanent. La cible va souffrir d'un -1 en armure. Donc là vous voyez que c'est permanent. Et il n'y a aucun texte qui dit comment se débarrasser de ce truc-là. Et ça se cumule évidemment, d'un tour sur l'autre. Donc vous pouvez comme ça grignoter l'armure de votre adversaire, ce qui permet de tout simplement d'être plus létal sur cette cible. Et pour finir, le sort 6, Molten Copper, qui se lance sur du 7+, à 24 pouces. C'est un damage ex-missile, c'est instantané. La cible va subir 1d3 plus 3 touches de force X, avec AP4, Flaming Attack, Magical Attack, et X est égal à la valeur d'armure de la figurine qui reçoit les dégâts. Donc là encore, si par exemple vous avez des gars qui ont une armure de 4, donc qui réussissent sur 3+, ils vont se prendre D3 plus 3 touches de force 4. Ce qui est intéressant, c'est la paix dans ce sort. Et si vous visez quelqu'un qui a une grosse armure, c'est toujours intéressant, les armures qui sont, par exemple les 2+, les gros cavaliers, la cavalerie lourde, ils vont se prendre des touches de force 5 à P4, ils vont pas aimer. Donc on a fait le tour de l'alchimie. C'est un domaine qui est spécialisé. Même si on peut s'en sortir contre des armées qui n'ont pas d'armure, parce qu'on a quand même des bons bonus. L'alchimie, la Glory of Gold, le Word of Iron sont des sorts qui peuvent fonctionner contre toutes les armées. La Spike aussi, c'est quand même un dommage qui n'est pas enflammé, qui ne dépend pas de l'armure de l'adversaire. Mais c'est vrai que traditionnellement l'alchimie fait un peu plus peur aux Warrior of Dark God, au chaos, aux nains. Donc à tous ceux qui ont des grosses armures, les démons par exemple, ou les elfes sylvains, s'en foutent un petit peu. Oui, et quoi qu'il en soit, je vous ouvre une porte du chaos. Désolé, mais j'ai des ordres. Bon courage. Merde. La cosmologie. Les armées qui ont accès, les Dread Elves, l'Emperor of Saint-Stall, les Highborn Elves, les Sylvan Elves, c'est un domaine d'elfes, l'Undying Dynasty, et dans une certaine mesure, le Vampire Covenant. Alors là, c'est très spécial comme domaine, il va falloir s'accrocher un petit peu. À gauche, nous avons le serpent qui se mord la queue qui représente l'ordre, et après nous avons à droite le serpent qui se mord la queue mais qui crée un symbole de l'infini qui représente le chaos. Et les deux symboles entre eux forment le symbole de la cosmologie. Et la capacité Duality. Tous les sorts de la cosmologie sont doublé. En fait, il y a un effet cosmos et un effet chaos. À chaque fois que vous allez lancer un sort, avant de lancer les dés, vous devez dire si vous le lancez en version cosmos ou en version chaos. On verra que les valeurs de lancement sont les mêmes, le nom est le même. Il faut juste préciser quelle version vous faites. C'est très important parce qu'en fait, si vous réussissez votre sort, et qui n'est pas dissipé, que les effets sont faits, vous allez gagner un +1 au lancement de sort pour votre prochain sort si vous le lancez dans l'autre version. Mettons que je lance un premier sort version Cosmos, mon adversaire ne le dissipe pas ou n'arrive pas, peu importe, le sort passe, je vais gagner en gros un jeton KO, et si mon deuxième sort que je vais lancer est une version KO, pas le même sort évidemment, parce que je peux pas le lancer 2 fois de suite, mais si je lance un autre de mes sorts de la cosmologie avec la version KO, j'aurai un +1. Et du coup, si je le réussis lui aussi, mon jeton va devenir un jeton Cosmos, qui me permettra d'avoir un +1 pour lancer un sort de la cosmologie. Donc le plus souvent, les joueurs ont une carte ou un jeton un peu double face, ça fait un petit peu Monsieur Pile-ou-Face dans Batman. Vous avez un jeton blanc d'un côté, noir de l'autre, peu importe, pour se rappeler quel type de bonus vous avez, parce que ça ne dure pas que dans la phase de magie, ça va perdurer jusqu'à la prochaine phase de magie également. Donc si votre dernier sort était un sort du chaos, par exemple, on arrive à votre prochaine phase de magie, vous aurez un +1 si vous commencez par un sort du cosmos. Voilà. Sinon, vous n'avez pas le +1, mais votre jeton ne bouge pas, il reste comme étant un bonus pour la prochaine fois que vous allez lancer une version ou l'autre d'un sort. Les sorts, quels sont-ils? On est parti avec le numéro 1, donc pas d'attribut de sort, mais vous avez 12 sorts au final, 12 effets de sorts différents, donc c'est quand même assez intéressant.
On a le numéro 1, c'est l'Altered Sight. C'est soit une augmente en Cosmos, soit une ex en KO. Ça dure qu'un tour quoi qu'il arrive, ça 50 sur du 5+, et ça a une distance de 24 pouces. Si on est en Cosmos, la cible va gagner plus 2 en offensive skill, et il va avoir son aim, donc sa capacité de tir, augmentée de 1. Donc vous aurez plus 1 pour toucher au tir, et vous aurez plus 2 en offensive skill. Et par contre, si c'est en version KO, c'est le contre ennemi. Il aura moins 2 en offensive skill, et il aura moins 1 pour toucher avec ses armes de tir. Truth of Time, le sort numéro 2. C'est une augmente en Cosmos, c'est une ex en KO, ça dure un tour, ça 50 sur du 5+, à 24 pouces. Si on est en Cosmos, quand vous allez lancer les dés pour les distances de charge, la fuite, la poursuite et la charge irrésistible, vous allez avoir votre jet qui sera maximisé 2 fois. 2 instances de Maximize Roll. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettons qu'on lance ça sur des piétons classiques, qui lancent 2 dés par exemple pour charger. Ça, c'est le truc basique. Et bien là, en lançant ce sort, en version Cosmos, vous allez lancer 4 dés, puisque vous avez Maximize Roll. Maximize Roll, normalement, on augmente d'1 dé, mais là, il y a 2 instances, donc vous augmentez de 2 dés. Vous lancez 4 dés, vous choisissez les 2 meilleurs, puisqu'on est en Maximize. Ça fiabilise énormément les charges. Vous ne pouvez pas dépasser le 12 sur les dés, donc votre distance de charge maximum n'est pas changée. Par contre, vous assurez quasiment d'avoir une charge réussie, parce que c'est même plus fort qu'une relance, vu que vous lancez 4 dés. Version KO, c'est le contraire, tout simplement. Donc, bien sûr, ça vise un ennemi. Il va lancer, dans notre exemple, 4 dés, mais il choisira les 2 plus bas. Donc, autant vous dire que sa charge, elle va être compliquée à réussir. Si jamais vous êtes sur de la cavalerie. La cavalerie, vous savez, notamment, tout ce qui est rapide, tout ce qui est swift-stride, est déjà en Maximize Roll. Les instances de Maximize Roll se cumulent. Donc, si vous lancez votre Truth of Time en augmente sur vos cavaliers, ils vont lancer 5 dés et vous choisirez les 2 meilleurs. Donc là, la charge, elle est, pas dire qu'elle est quasiment réussie, parce que 5 dés, on peut tous les foirer, mais les chances sont quand même bien augmentées. Et si vous lancez sur de la cavalerie, par exemple, et ennemi, eh bien vous retirerez les 2 plus forts, parce que c'est l'effet du minimize. Vous avez 2 minimize, donc on retire les 2 plus forts. Par contre, lui, il a un maximize en tant que cavalerie, donc il retirera le plus faible, et il gardera les 2 autres. C'est un sort très intéressant. Il est compliqué à mettre en place, parce que la magie se place après les charges, donc vous devez prévoir un tour à l'avance d'avoir ça, mais d'un autre côté, quand vous mettez ça sur une unité un petit peu costaude, l'adversaire, à son tour, il risque de reculer pour se mettre hors de portée de charge. Pour éviter, parce que là, la charge, elle est quasi auto-réussie, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Et il faut pas oublier que ça fonctionne pas que sur la charge, bien sûr, comme je l'ai dit, la fuite, les poursuites, et les charges irrésistibles. Ice and Fire, le numéro 3, qui est un damage ex missile, que ce soit du Cosmos ou de l'ex, c'est de l'instant, c'est du 7+, pour l'incanter, et c'est 24 pouces de distance, c'est la distance classique de la cosmologie, 24 pouces. Si vous lancez en Cosmos, la cible va subir 2 DC touches de force 4 à PA 0, Magical Attack. Les Special Save, donc la régénération ou l'Aegis, réussis, doivent être relancés contre les blessures de ce sort. Donc ça c'est très bien, parce que quand vous visez des trucs genre les démons, ils n'ont pas d'armure, donc la P0 vous en fichez. Par contre ils ont une 5+, le plus souvent d'Aegis, et tous les 5+, qu'ils vont faire, les 5 et les 6, ils vont devoir les relancer. Donc ça permet de faire plus de dégâts. Et la version KO, pareil, 2 DC touches, force 4 AP0, Magical Attack, et là cette fois c'est les armures réussies qui doivent être relancées. Donc vous voyez que ce sort est intéressant parce que il a une bonne portée, il fait quand même potentiellement 12 dégâts au maximum, donc c'est quand même pas mal, 12 touches. La force 4 est quand même assez sympa. Ok, on a une PA 0, mais si t'es armuré, je vais la mettre en KO, et tu devras relancer tes saves réussis, donc on peut grignoter comme ça, même des très gros armurés, ça peut fonctionner. Et puis si tu as une spéciale save, je vais la lancer en Cosmos, et tu devras les relancer aussi. Donc très intéressant comme ça. Ice and Fire, vraiment très très bon comme last. Perception of Strength, numéro 4 de la cosmologie, c'est une augmente en Cosmos, c'est une ex. En KO, ça dure un tour, ça 50 sur du 8+, toujours à 24 pouces. Quand on est en Cosmos, la cible gagne plus en force et plus en AP. Quand c'est en KO, la cible subit un moins en force et un moins en AP. Excellent comme ça, très bon, ça peut créer des différentiels assez intéressants. Numéro 5, Unity and Divergence. Donc c'est une augmentation en Cosmos et c'est un damage direct X en KO. Si c'est en Cosmos, ça dure un tour. Si c'est en KO, c'est instantané. Ça 50 sur du 9+, et c'est à 24 pouces. Donc l'augmente. Toutes les figurines de l'unité vont gagner une Aegis à 5+. Extrêmement fort de pouvoir donner une Aegis à toute une unité, et une Aegis à 5+, qui plus est. Ça permet aussi de protéger un monstre, parce que vous verrez que dans le 9e âge, les gros monstres comme les dragons, etc., pour qu'ils aient accès à une Aegis, faut se lever tôt. Et par contre, en version KO,
toutes les figurines de l'unité vont prendre une touche de force 3, AP0 et Magical Attack. Alors, c'est pas très violent comme ça, mais imaginez un pack de 50 lanciers au elfe, au hasard, vous allez faire 50 touches de force 3 à P0. Ça peut quand même meuler sévère. Et c'est pour ça que dans le live des Vermin Swarm, si vous l'avez déjà vu, on disait que le fait de passer à Endurance 2, à Résilience 2 pour la plupart des petits rats, ce genre de sort, ils vont détester parce que vous allez blesser sur 3+. Alors certes, il y a l'armure derrière, heureusement. Et on finit avec Touch the Heart, le 6e sort de la cosmologie. En Cosmo, c'est une augmentation qui est focus. En KO, t'as un Damage X Missile qui est focus également. La durée, c'est instantané dans les deux cas. C'est du 7+ pour l'incanté et du 24 pouces pour la distance. En Cosmos, la cible va récupérer un PV. Et dans la version KO, la cible va prendre une touche qui blesse automatiquement avec AP10 et Magical Attack. Donc en gros, c'est un PV direct, sauf s'il a une Special Save. Un domaine extrêmement complet, polyvalent. C'est très compliqué de ne rien faire en cosmologie pendant les tours. Il n'y a pas non plus de sorts, on va dire, Game Break. De toute façon, 9e âge a un petit peu effacé les sorts Game Break. Même si Unity and Divergence version KO, ça peut faire très très mal sur les gros packs. Mais voilà, on peut faire de tout. Il y a du dégât, il y a du buff, il y a du debuff. Et puis c'est surtout que même avec un simple adepte, en fait, vous avez certes 2 sorts, mais en fait, vous en avez 4. Vous pouvez pas lancer les 4 à la fois, mais vous avez 4 effets de sorts potentiels. Et donc, un master va avoir 8 effets de sorts potentiels. C'est vraiment très intéressant, la cosmologie. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Il fume un merle? Divination. Ah, et c'est long, ça, la divination? On passe à la divination. Les démons, les Dread Elf, l'Empire of Sunstall, les Abrand Elf, le Kingdom of Equiten, les Syrian Ancient, les Sylvan Elves et les Undying Dynasty, tout ce petit monde a accès à la divination. Vous voyez que c'est un domaine quand même qui est accessible par la moitié des armées, hein. Donc ça c'est assez cool. Évidemment, je l'ai pas précisé, mais je ne parle pas des armées transfuges comme les Makars ou comme les cultistes, etc. Alors, une règle spéciale, le conclave. Les sorts de la divination vont avoir +3 à leur distance effective de sort pour chaque magicien ami présent dans les 12 pouces autour du lanceur de sort. Ce bonus ne peut jamais dépasser le +9, quelle que soit la source. Parce que vous verrez que certaines armées peuvent, comme je l'ai dit, augmenter distance. Par exemple, vous avez les hauts elfes qui ont la Sphère Scolar qui permet d'augmenter la distance. Il y a les Nosferatu chez les... Bon, là, c'est pas le cas parce que les vampires n'ont pas accès à la divination. Mais voilà, vous avez plusieurs armées qui ont des capacités plus ou moins faciles à augmenter la distance des sorts lancés par le lanceur de sort en question. La règle de conclave, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas aller au +9. Donc, mettons que vous avez déjà un +6. Si vous avez 2 copains magiciens dans les 12 pouces, vous serez pas à +12, vous serez stacké à +9. C'est très fort quand même, hein, parce que si vous avez que des sorciers de la divination, ils se boostent les uns les autres. Vous mettez 3 sorciers de la divination, 3 adeptes, eh bien ils auront tous +6, en fait, pour lancer leur sort. Donc c'est assez intéressant. Attention, ça ne fonctionne que sur les sorts de la divination, ça ne fonctionne pas, par exemple, sur l'héréditary spell que vous avez. Il faut faire attention à ça. En plus de cette règle de conclave, la divination se paye le luxe d'avoir un attribut qui s'appelle Guiding Light, qui fonctionne à 12 pouces, c'est une augmente, ça dure un tour, Cible va faire ses tests de discipline, tous ses tests de discipline, en minimize roll. Donc vous allez lancer classiquement en 3D, choisir les 2 plus bas. Appelle les disciplines tests, pour les réussir, il faut faire égal ou en dessous de votre valeur de discipline. Une unité ne peut pas être ciblée plus d'une fois par phase de magie par cet attribut. Imaginez que vous passiez 3 sorts, il ferait ses tests de discipline en lançant 5 dés, en choisissant les 2 plus bas, ce serait un peu trop fort. On est parti pour les sorts avec le premier qui est No Die Enemy. On voit qu'il y a une valeur classique de 7+, et on passe en boosté à 12+. Quand on est en classique, c'est 18 pouces de portée, et quand on est en version boostée, c'est 6 pouces d'aura. Dans tous les cas, c'est une augmente, dans tous les cas, ça dure un seul tour. La cible, ou les cibles, du coup, gagnent +2 en offensive skill, +2 en defensive skill, et +2 en agilité. Ce +2 est très important parce que ça permet de passer des paliers. Pas seulement de passer, je te touche à 4+, et à 3+, mais plus, je vais taper avant, je vais taper mieux, tu vas avoir plus de mal à me toucher. C'est un sort qui peut faire très très mal dans un corps à corps, vraiment très très mal. Et en plus en aura, donc dans les corps à corps multiples, se place bien entre 2 corps à corps, il peut booster jusqu'à plusieurs unités à la fois, donc là ça devient très très compliqué à gérer. Numéro 2, le Fate's Judgment. Pour 5+, en version normale, en 9+, pour la version boostée, c'est 18 pouces quoi qu'il arrive, c'est un damage ex missile, c'est instantané évidemment. La cible va subir un des 3 touches ou un des 6 si vous l'avez lancé en boosté, qui vont blesser automatiquement, qui ont une AP 0 Magical Attack, et qui ne vous autorisent pas à faire de save spécial, c'est-à-dire ni régénération, ni Aegis.
Donc évidemment, et si votre cible est armurée, ça va être beaucoup moins efficace, quoique ça fait quand même des blessures automatiques. Une armure, ça se rate, mais c'est surtout contre des créatures. Alors ça, c'est le tueur de démons par excellence. Hein. Pas d'armure, une Aegis, et là, c'est de la blessure automatique, et il peut rien faire, le démon. Et vous pouvez, avec le D6, c'est très aléatoire par contre, hein, parce que ça aurait été moins aléatoire d'avoir 2 D3 évidemment, mais le D6 peut faire extrêmement mal. Et vous voyez que même le D3, hein, un D3 ça peut piquer, juste pour un 5+, ça peut être lancé en début de phase, vous lancez, si vous êtes chaud 1 dé, mais vous pouvez lancer 2 dés. Vous faites 2 dés, Phase Judgment, au début de phase ça fait mal. Hein. Le troisième sort, c'est le Scrying. À 7+, en classique, à 12+, en amélioré, ça commence à chiffrer sec. Ça se passe à 18 pouces ou à 6 pouces en aura. Si vous êtes en boosté, c'est une augmente, ça dure un tour. La sim va gagner Distracting et Hard Target 1. Très fort comme sort, un très bon sort de protection, que ce soit à distance ou au corps à corps. Et vous voyez que pour le passer en aura, classiquement, pour les armées qui feraient un bunker, qui serait en bulle, vous le lancez, et tout de suite vous avez Hard Target 1 sur quasiment toute votre armée, c'est quand même assez sympa. On rappelle que les auras, il faut juste avoir un pouillème de pied dans l'aura pour que toute unité soit atteinte par le sort. Le quatrième, c'est The Stars Align, 8+ en classique et 12+ en boosté. On est à 18 pouces pour la distance, à 6 pouces d'aura pour la version boostée, c'est une augmente, ça dure un tour. La cible va gagner Divine Attack, donc la Divine Attack, on rappelle, c'est votre adversaire doit relancer ses Aegis réussis. De plus, il peut relancer les jets pour toucher, rater, avec ses attaques en combat, et si vous l'avez fait en classique, également en 2 tirs. Seulement si vous l'avez fait en ciblé, en fait. Parce que si vous le faites en aura, du coup, vous n'avez pas accès à ce bonus un peu trop balèze de se mettre au milieu de tous ces tireurs, les machines de guerre, genre les balistes, et puis les 2 rangées d'archers, je me mets au milieu de tout ça, je fais mon Stars Align en aura, et c'est fini, quoi. Ce serait un peu trop compliqué. Vous voyez que les auras, elles sont de 6 pouces, hein, mais n'oubliez pas que le conclave, la règle de conclave, vous permet d'augmenter de 3 pouces si vous avez d'autres magiciens alliés, et on l'a pas précisé, mais d'autres magiciens alliés tout court, pas forcément affiliés à la divination. Et ça peut être tout de suite des auras très très grandes. Le 5e sort, c'est Unring Strike, pour 9+, 12+, en boosté, c'est à 18 pouces que ça se passe, c'est un damage ex-missile, c'est instantané. La cible va subir 2d6 touches, Maximize Roll si jamais vous l'avez lancé en boosté. Ce sont des touches qui vont blesser sur 4+, avec AP1, Divine Attack et Magical Attack. C'est notre ancien bâtiment, ça, c'est un sort qu'on n'aime pas trop. Et encore, ils l'ont un petit peu baissé. Et on finit par le Portrait of Doom, pour du 8+, 24 pouces de distance, c'est une malédiction, c'est permanent. Quand vous calculez le score de combat, donc au corps à corps, vous allez subir, si vous êtes sous le Portrait of Doom, moins X à ce résultat de combat, où X est le nombre de personnages dans l'unité, et augmenté de 1 s'il y a au moins un Rank and File modèle. Donc en gros, si vous lancez sur une unité où il n'y a pas de personnage, ça fera un -1 au combat score. Un personnage qui quitterait l'unité, qui a été ciblé par ce sort, n'est plus affecté par ce sort, sauf si bien sûr il était lui-même la cible du sort en tant que figurine unique. Si votre figurine était toute seule, vous les avez lancés Portent of Doom, le fait qu'elle rejoigne une unité ne va pas annuler le Portent of Doom. Mais voilà, quand vous avez une unité avec 3 personnages par exemple, ça fait quand même un -4 au combat de score, ça peut vous forcer à sortir les personnages pour que ils aillent se balader, ou soit seuls, soit aller dans une autre unité. C'est permanent et il n'y a pas de moyen de l'enlever en fait. Donc c'est un sort qui est compliqué, on voit rarement, mais qui peut dans certains match-up, on pense à la déesse naine, à la déesse ogre, faire beaucoup de mal. Parce qu'un -4 en combat de score, faut être sûr de soi pour l'accepter en fait. Bon voilà, donc on a fait le tour de la divination, c'est un domaine qui était très joué, un petit peu moins en ce moment peut-être, mais qui offre pas mal de choses. Il est un peu cher sur certains sorts, c'est-à-dire que ça nécessite souvent un master pour la divination. D'un autre côté, à part le Unring Strike, vu que Portent of Doom est pas forcément joué, vous avez besoin peut-être que d'un adepte, mais la plupart des masters, moi que j'ai affronté par exemple, prennent entre le 1 et le 5, et c'est souvent le 2 ça dépend des armures des mecs d'en face, et surtout des règles spéciales d'armure spéciale, enfin de save spécial, mais voilà, le 3 est toujours utile, le 4 est toujours utile, le 5 est toujours utile, donc ça reste quand même un très bon domaine. Soignez la papatte avec les barres, vous appelez ça une priorité? Je suis druide, et les druides, il y a 2-3 trucs, c'est comme ça et pas autrement. Par exemple, les loups, ça passe avant le reste. 2 jours, 2 nuits, qui gèlent ou qui vendent, point final. Le druidisme, qui est accessible par les Beast Herd, les Highborn Elves dans une certaine mesure, la Kingdom of Aquitaine, l'ancienne Saurian, et bien sûr les Sylvan Elves. Un domaine que j'aime beaucoup, que j'ai jamais joué et que je déteste affronter. On commence, alors je vais pas forcément faire exactement dans le même ordre que ce que propose le bouquin, parce que faut bien expliquer quelque chose qui est important. Nature's Call, c'est la capacité qui va être intrinsèquement liée au sort qui est des Oaken Throne.
Tous les magiciens du druidisme, qui connaissent donc au moins un sort qui n'est pas un sort lié, vous connaissez automatiquement, en plus de tous vos autres sorts, The Oaken Throne, donc c'est un sort supplémentaire. Il suit toutes les règles à Learn Spell. Donc c'est le sort numéro 0 du domaine. Il se lance sur 4+, ça vise que le lanceur de sort, et c'est permanent. Si l'un de vos magiciens alliés est affecté par Oaken Throne, il fonctionne pour tous les magiciens du druidisme que vous avez. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas que pour le caster qui l'a lancé. Ça va vous permettre de bénéficier de la version amplifiée des sorts du druidisme. Donc en fait, c'est vraiment un sort qui est intéressant à lancer en début de phase, évidemment. Sauf s'il est déjà actif, puisque vous voyez qu'il est permanent. Parce qu'en fait, ça va diminuer le coût de vos autres sorts, et en plus, les effets seront augmentés. Donc c'est ce qui est entre crochets, enfin les espèces de petites de parenthèses un peu bizarres. Et bien sûr, ça se cumule pas avec l'effet classique, hein. Ça remplace l'effet classique. Quand vous réussissez l'Oaken Throne, vous ne bénéficiez pas de l'attribut qu'on verra juste après. C'est le seul sort du domaine qui, quand il est réussi, ne active pas l'attribut. Ce sort prend fin si jamais un de vos sorts de sort tente à nouveau de le relancer. Quel intérêt de le relancer, je ne sais pas, mais voilà. Peut-être que vous voulez le lancer parce que vous savez que votre magicien va mourir. L'autre magicien, celui qui l'a incanté, va mourir et donc le spell va disparaître. Mais bon, je vois pas pourquoi. C'est très rare que vous ayez besoin de relancer un Oaken Throne. Cependant, l'adversaire peut dissiper à distance l'Oaken Throne. Ça se passe juste après Siphon of the Veil, donc quand le joueur actif utilise ses Veil Tokens pour créer ses Magic Dice. Là, vous pouvez dire, attention, avant qu'il y ait un sort de lancer, que ce soit pendant la phase de l'adversaire ou la vôtre, hein, vous dites, je sacrifie un de mes Magic Dice, et ça supprime Oaken Throne. Si vous le faites pendant la phase de l'adversaire, vous perdez un dé de dissipation, mais d'un autre côté, vous le forcez à relancer le sort. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant de le faire pendant votre phase, si vous pouvez vous passer d'un dé, ce qui vous permet d'avoir toute votre capacité de dissipation au tour d'après, et qui le force également à relancer l'Oaken Throne. Évidemment, les effets étendus dû au fait qu'il y avait l'Oaken Throne quand sont incantés les sorts, c'est pas parce que vous dissipez l'Oaken Throne que les effets vont se diminuer. S'ils ont été lancés sous Oaken Throne, les effets seront les effets amplifiés, évidemment. L'attribut du druidisme, c'est Fountain of Youth, qui se place à 12 pouces, c'est un augmente, c'est focused. C'est un instant, la cible va recouvrir ou va ranimer un PV. Alors attention. Quelle est la différence entre recovers et raise? Au recouvrir ou récupérer et ranimer. On récupère un point de vie, c'est sur une figurine qui est blessée, donc forcément une figurine à plusieurs PV, qui en a perdu quelques-uns, ou même un seul, elle va récupérer un PV, et c'est tout. Dans une unité de multi-PV, si vous avez une figurine qui a commencé à perdre des PV, elle va en récupérer, mais mettons que Bon là, elle peut en récupérer qu'un seul, mais ça ne peut pas créer de nouvelles figurines. Par contre, si c'est en version amplifiée, donc comprenez sous Oaken Throne, vous allez pouvoir ressusciter un PV. Mettons que vous aviez 20 elfes, il y en a 5 qui sont morts, vous lancez n'importe quel sort du domaine, sauf Oaken Throne, puisqu'on a dit qu'il n'activait pas l'attribut, vous placez l'attribut sur cette cible, et bien il y a un elfe qui revient à la vie, parce que vous étiez sur Oaken Throne. Les figurines solo ne peuvent récupérer qu'un seul PV par phase de magie. C'est pour éviter en spammant les sorts du druidisme, même si c'est un peu compliqué, vous verrez qu'ils sont pas tous très faciles à lancer. Et à Oaken Throne, ça va plus vite. C'est pour éviter de récupérer trop de points de vie, notamment sur les monstres comme le dragon, comme les figurines à multi-PV, etc., les personnages. Donc ça évite ce genre de choses. On est parti pour les sorts du domaine à proprement parler. Le premier, c'est Healing Waters. Ça se caste sur du 7+, c'est sous Oaken Throne, donc en amplifié, sur du 6+. Ça se passe à 12 pouces, donc ça pas de problème. C'est une augmente, one turn. La distance de ce sort peut être mesurée soit depuis votre lanceur de sort, soit depuis n'importe quel terrain de type water, donc n'importe quel lac, marais, etc. Vous allez voir le druidisme, et ça je trouve très intéressant, ça joue énormément au niveau de la table et des décors. Et parfois, le choix quand vous jouez druidisme, surtout un master, le choix du côté, il faut bien réfléchir aussi par rapport au décor, par rapport à vos sorts. Parfois, ça va pouvoir vous aider. Pouvoir lancer Healing Waters, vous voyez, 12 pouces, c'est pas énorme, mais s'il y a un lac sur la map, eh bien, de n'importe quel point du lac, vous tracez 12 pouces et vous pouvez lancer votre sort. Quand même assez intéressant. Et donc la cible va gagner une fortitude, donc une régénération de 5+, et si on est en amplifié, de 4+. Le numéro 2, c'est Master of Earth. C'est 6+ pour lancer, 5+ en amplifié. Ça se met à 18 pouces, c'est un dommage direct X, donc instant. On peut le lancer depuis le caster, mais aussi depuis un franchissable. La cible va subir D6 touches, force 4 AP1, et si on est en amplifié, force 5 AP2, le tout en magical attack. Donc un blast assez sympa, surtout en amplifié, hein, un D6 touches, force 5 AP2, ça pique un peu. Entwining Woods,
Pour du 6+, du 5+, en amplifié, ça se passe à 12 pouces, c'est une malédiction. Ça dure un tour, et ça peut être lancé depuis une forêt, évidemment, ainsi que depuis le caster. La cible va subir un -1 en offensive skill, en defensive skill et en shooting attack. Ce malus passe à -2 si on est en étendue. -2 sur tout ça, ça commence à piquer un petit peu. Et encore une fois, les sorts sont très simples à passer une fois que le Lock and Throne est passé. Et à chaque fois que vous passez un sort, vous pouvez mettre Fountain of Youth. Vous voyez que les combos simples, hein, mais les combos en druidisme commencent à être assez simples et à être assez sympa. Un sort compliqué, Summer Growth, le 4ème, lui par contre il est cher, c'est du 11+, ça passe à 10+, sous Oak and Throne, ça se passe à 24 pouces. C'est une augmente instant, on va regagner des points de vie, et si on est sous Oak and Throne, on va même ressusciter. Et on ressuscite pas un ou deux, là. Si votre cible est standard infantry ou beast, c'est-à-dire qu'il faut au moins que la moitié, plus de la moitié de l'unité soit une infantry, soit une beast, et toujours en standard. Vous allez ressusciter 4 PV, 6 sous Oak and Throne. Faut voir un truc, c'est que, prenons des elfes par exemple, sous Oak and Throne, vous remettez 6 figurines mortes, c'est quand même pas mal, c'est même pas mal du tout. Sur les Towering Presence, c'est 1 PV quoi qu'il arrive, que vous soyez sous Oak and Throne ou non. Encore une fois, il faut éviter les spams sur le dragon pour que le dragon qui était presque mort redevienne full. Mais bon, vous pouvez faire ce PV là, vous pouvez faire, puis vous mettez l'attribut dessus, ça fait 2 PV. Et tout ce qui est autre chose qu'une Standard Infantry Beast ou autre chose qu'un Towering Presence suscite 2 PV et 3 sous Oak and Throne. Donc c'est un sort très bon, Summer Growth, et ça donne vraiment du tanking, pas du tanking direct, mais de la survivabilité énorme aux unités. On passe au numéro 1, le Stone Skin, qui se lance à 10+, et à 9 sous Oak and Throne, donc vous voyez qu'il est costaud aussi à lancer, mais pas pour rien. C'est du 12 pouces de distance, c'est une augmente one turn, ça peut être lancé depuis une colline, plutôt que depuis le caster. Et les collines, comme je vous l'ai dit dans les vidéos débutées au 9e âge, il y en a beaucoup sur les maps, hein. C'est souvent qu'il y en a au moins une, si ce n'est deux. La cible va gagner plus de résilience et plus 3 si jamais on est sous Oak and Throne. Plus 3 en résilience, c'est une horreur, quoi. C'est les elfes qui passent en du 6, les mecs qui ont du 4 de base qui passent en du 7. Vous voyez, par exemple, les chevaliers d'Equitaine qui vont avoir en du 3, ils vont passer en du 6, mais en du 6 avec leur 2+ de sauvegarde et leur invulnérable, les trucs ils sont imbutables, quoi. Vous arrivez à tuer un chevalier, c'est youhou, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je déteste jouer contre le druidisme, c'est que ça peut être très costaud. Ça peut rendre l'unité ou un personnage extrêmement dur à tuer entre tu veux quoi, tu veux le bonus de résilience, tu veux la régénération, je peux lui remettre des points de vie, c'est compliqué mais j'aimerais bien le jouer ce domaine d'ailleurs. Et on finit avec Spirit of the Wood qui est le 6e et dernier sort, c'est du 7 et du 6 sous Oak and Throne à 12 pouces, c'est une augmente en classique, ça devient universal sous le Oak and Throne, ça dure un tour. Alors, il y a un grand texte mais en gros, on met la cible en forêt, c'est-à-dire qu'il y a une forêt qui se crée, qui a exactement la taille et la forme de votre régiment, si c'est une unité que vous avez visée, ou de votre figurine unique. Si jamais vous changez de formation, la forêt vous suit, donc c'est exactement, vous serez en forêt quoi qu'il arrive, et ça déborde pas. Donc bien sûr, l'avantage d'être en forêt, vous savez que vous mettez par exemple une brique adverse en forêt, elle est plus steadfast, parce qu'elle perd son steadfast vu qu'elle est en forêt. Et en plus, si vous êtes sur Oak and Throne et que vous visez vous, parce que selon les armées, il y a des armées qui ont des bonus en forêt, on pense notamment aux Sylvan Elves, vous gagnez Strider Forest, pour ceux qui ne l'auraient pas. Donc voilà, c'est super intéressant comme sort, c'est très précis, moi je le vois très rarement utilisé, mais quand vous voyez tous les autres sorts du domaine, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il est gourmand comme domaine. Autant les premiers sorts sont très faciles à lancer, mais il faut avoir lancé l'Oak and Throne. Oak and Throne, est-ce que je lance à 1 dé, avec le risque de le rater, ou est-ce que je lance avec 2 dés, mais 2 dés, c'est quand même pas mal par rapport à la réserve de dés de magie, donc voilà, c'est un sort j'aimerais vraiment bien l'utiliser ce domaine. Moi il me plaît bien, le druidisme, le domaine du tankisme. Démonisme, nécromancie, les quelques fondamentaux nécessaires à se venger de quelqu'un, par exemple. Ouais, c'est déjà plus ça. On passe à l'évocation qui est accessible aux Beast Herd, aux démons, aux Dread Elf, aux Anciennes Sauriennes, à l'Undying Dynasty, à leurs copains les Vampire Covenant et aux Warrior of Dark God. Avec l'attribut l'Evocation of Souls, c'est instantané. Si votre réserve de Veltoken est de moins de 3, donc en gros si vous avez 0, 1 ou 2 Veltoken, vous en gagnez un. Vous ne pouvez pas gagner plus d'un Veltoken de cette façon à chaque phase de magie. Donc en gros, ça sert à rien de spammer les sorts d'évocation, vous ne pourrez récupérer qu'un seul Veltoken. Par contre, c'est vraiment très intéressant parce que d'une part, ça vous permet de regonfler un peu votre
votre réserve de Veil Token. Combien de fois, quand on fait le Siphon of the Veil, il reste que 2 Veil Tokens dans votre réserve, bah là, vous passez au moins un sort dans la phase, et boum, vous en avez 3, donc ça vous assure un dé minimum pour la phase de magie suivante. Et puis, de plus en plus, au 9e âge, il y a des mécanismes qui, pendant la phase de magie, mais aussi la phase de tir ou la phase de corps à corps, utilisent les Veil Tokens. Donc c'est toujours sympa d'en regagner un. Les Spectral Blades, qui sont le premier sort de l'évocation. On est en 6+ de base, on est en 9+ en boosté, sur 18 pouces pour la distance, c'est une augmente, ça dure un tour. La cible doit relancer les jets ratés pour blesser en mêlée attaque. Et si vous êtes en version boostée, vous gagnez en plus Lethal Strike. Lethal Strike, on rappelle, donc c'est le coup fatal. Sur un 6 pour blesser, vous annulez la régénération et l'armure de votre adversaire, quelle qu'elle soit. Très sympa. De toute façon, relancer pour blesser, je veux dire, c'est très très bon. Le Lethal Strike, vous voyez, il y a 3 de différence quand même. Hein. Ça passe à 9, ça commence à être un peu cher. Mais vous avez besoin de le lancer que si vous êtes contre des mecs qui régènent ou des mecs qui sont en lourde armure. Si vous êtes contre des gens qui ont peu d'armure, votre AP suffit, il n'y a pas de régénération, inutile de le lancer avec Lethal Strike. Et un Lethal Strike avec une relance pour blesser, c'est aussi très intéressant. Ça augmente quand même le nombre de chances d'avoir des 6 qui sortent. Whispers of the Veil pour le deuxième sort qui se lance sur du 8+ à 24 pouces, c'est une malédiction qui dure un tour. La cible va subir -1 en résilience. De plus, une unité qui a au moins une instance de ce sort sur lui va avoir un malus de -1 en discipline. Ça, c'est précisé pour éviter que si vous avez un sort, par exemple un bond spell qui vous fait Whispers of the Veil, vous pouvez les stacker pour qu'il y ait -2 en résilience, par contre il n'y aura pas -2 en discipline. C'est -1 en discipline maximum. C'est très fort, -1 en résilience, excellent, et le -1 en discipline, ça peut faire beaucoup de choses. N'oubliez pas que c'est un break test, donc au corps à corps, mettons que vous gagnez 2-2, bah là vous gagnez virtuellement 2-3 avec le -1 en discipline. Si vous causez la peur, -4, ça peut aller très très vite. Hein. Donc voilà, c'est un très bon sort qui se lance loin en plus. 24 pouces, c'est une distance très correcte pour un sort. Parce que la plupart du temps, au déploiement, vous êtes séparés de 24,1 pouces. Vous savez, on est légèrement au-dessus du 24 pouces. Et ça veut dire qu'il y a vraiment besoin de très peu de mouvement pour commencer à être à distance des premières lignes de votre adversaire. Sauf si c'est foutu au fond de la map. Donc 24 pouces, c'est vraiment une distance particulière en magie, je trouve, qui est vraiment bonne en fait. Astande Hour pour le troisième sort de l'évocation, 7+ et 10+ en boosté. Si on est en classique, c'est à 24 pouces. Si on est en boosté, c'est à 18 pouces. Attention, la version boostée est plus courte. Dans tous les cas, c'est un dommage direct, malédiction, et c'est instantané. Vous choisissez une figurine dans l'unité que vous visez, ou 3 différentes si vous l'avez fait en boosté. Ces figurines peuvent être des personnages, peuvent être des champions. C'est souvent pour ça qu'on le fait d'ailleurs. Chacun va subir donc une touche qui blesse automatiquement avec AP10 et Magical Attack. Vous ne tuerez pas un personnage en un coup s'il est indemne, par contre un champion avec un PV, vous pouvez le tuer. Donc ça c'est sympa, vous pouvez tuer jusqu'à 3 mecs en fait. Hein. Pire, c'est pas le meilleur dommage du monde, mais d'un autre côté vous vous assurez de faire 3 touches. Ça blesse automatiquement avec AP10, donc s'il n'y a pas de sauvegarde spéciale en face, c'est des PV en moins. Mais c'est surtout que ça permet de commencer le sniping de personnages. Donc ça c'est vraiment ça va. Vous voyez que c'est pas focus, mais en fait dans l'effet du sort, c'est tout comme. Ancestral Aid, le 4e sort, 6+ pour le lancer, 7+ en boosté. Classique c'est à 12 pouces, en boosté c'est à 18 pouces. C'est une augmente pour un tour. La cible doit relancer ses jets pour toucher, rater au combat corps à corps. Donc voilà, donc vous voyez, Ancestral Aid, si vous passez le 4 et le 1, vous relancez pour toucher et pour blesser, ça commence à être très intéressant. Là, l'évocation a vraiment des boosts vraiment très intéressants et des debuffs aussi sympas. Et vous verrez que, bon, voilà, ces blasts sont particuliers, mais c'est le sniping de personnages, c'est tout ce qui fait le sel et l'attrait de l'évocation. Et justement, toute chose de Reaper, le 5e sort, sur du 7+, du 9+ en boosté, c'est 24 pouces, 18 pouces en boosté, attention. C'est un damage direct X qui devient un missile focus en boosté, donc qu'est-ce que ça veut dire? Attention là, parce que là on voit que c'est un dommage direct, donc ça veut dire que je suis au corps à corps, je peux le lancer sur une cible qui est dans mon arc avant, à distance, et qui n'est pas engagée au corps à corps. Je peux ne pas la voir en fait, cette cible, il faut juste qu'il soit dans mon arc avant, mais je peux avoir une colline ou un affront devant moi, c'est pas grave. Par contre, si je veux le faire en focus, donc en version boostée, ça devient un missile. Je ne peux plus être au corps à corps, il faut que ça soit toujours dans mon arc avant et à distance, mais il faut que je puisse tracer ma ligne de vue. C'est pas pareil. C'est instantané dans les deux cas. La cible subit des 3 touches, force 10, AP10, Magical Attack. Quand on lance pour blesser, on se base sur la discipline et non pas sur la résilience de la cible. Ce qui veut dire que si la cible a 8 ou moins de discipline et non
c'est sur du 2+. Là, c'est toujours un échec. Et même sur les rares qui vont avoir 10 de discipline, vous allez quand même blesser sur 4+. Et c'est pour ça que le focus est limité en distance, que ça devient un missile, donc il faut pouvoir voir la cible, etc. Parce que là, vous pouvez tuer un personnage. Dès 3 touches, vous pouvez faire 3 touches force 10, qui blesse sur la discipline, et AP10. Donc s'il n'a pas de sauvegarde spéciale, ça peut être la fin du monde. Et si en plus vous lui avez déjà retiré un PV avec le sort d'avant, à Stand Hour, le personnage en question, il peut sauter très rapidement. Et on finit avec le numéro 6, Danse macabre. Donc c'est pas une erreur, hein, ça se dit comme ça aussi en anglais. C'est une expression française qui se dit en anglais. C'est du 5+ pour la version normale, 9+ en boosté, c'est 12 pouces pour la distance et 9 pouces en aura. C'est une augmente, c'est instantané. La cible ou les cibles peuvent bouger de 8 ou de 6 pouces si vous l'avez fait en aura. Donc en fait si vous la faites en aura, il y a plusieurs unités qui vont pouvoir en bénéficier, mais vous allez bouger de moins. C'est un Magical Move avec la capacité de Ghost Step. Pendant ce mouvement, donc, vous êtes immunisé de terrains dangereux et d'autres petites choses que vous pourrez aller voir dans la règle spéciale Ghost Step. Un sort très intéressant. Magical Move, pareil, hein, je vous laisse aller voir dans le livre des règles les spécificités pour cette capacité. Donc l'évocation a un très bon domaine. Il y a un peu de tout. Il est très connu, comme je le disais, pour les 2 snipes qui permettent de massacrer des personnages à distance. J'ai inventé le sort de souffle mortel. Souffle mortel, c'est vous? Bah oui. C'est quoi? Bah, il vous souffle dessus, vous mourrez. Ah ouais, quand même, ouais. Nous passons à l'occultisme, qui est le domaine on fire depuis quelques temps maintenant, et vous allez voir pourquoi. Les armées qui ont accès, il n'y en a pas beaucoup, les Infernal Dwarfs, les Vermin Swarm, les Vampire Covenant, les Warriors of Dark God, que des gens très sympathiques. Alors, une règle spéciale qui s'appelle The Sacrifice, ça met tout de suite l'ambiance au niveau de ce domaine. Quand on lance un sort de l'occultisme qui n'est pas un sort lié, immédiatement après avoir incanté le sort, et avant toute tentative de dissipation, le joueur actif doit décider s'il le lance en étendu ou pas, en fait s'il veut les effets étendus ou non, et pour ça il va devoir sacrifier des figurines. Donc il va choisir une unité non engagé au corps à corps qui est allié, évidemment, qui est dans les 24 pouces du caster ou dans l'unité lui-même du caster. Par contre, il ne peut pas se cibler lui-même. Une unité ne peut être choisie qu'une seule fois par phase, donc si vous lancez plusieurs sorts, il va falloir sacrifier sur d'autres unités. L'unité choisie va subir X touches qui vont blesser automatiquement avec Magical Attack, avec aucun type de sauvegarde possible. J'ai une de plus avec une Aegis à 5, une Regen à 4, rien à foutre, tu te prends tes blessures. Et X est déterminé selon la valeur de discipline plus grande, enfin de la plus grande partie des figurines présentes dans l'unité. Et bien sûr, on ignore tous les modificateurs de discipline, ça veut dire qu'on ignore la présence charismatique du général, ça veut dire qu'on ignore s'il y a un personnage qui a un meilleur commandement dedans, il est minoritaire par rapport au rank and file, on passe à cette valeur-là, on prend vraiment la valeur qui est sur la charte d'unité. Si votre discipline est de 0 à 4, vous prenez 3 touches, si elle est de 5 à 7, 2 touches, de 8 à 10, 1 touche. Si jamais les points de vie du sacrifice finissent, la dernière figurine d'une unité, les points de vie supplémentaires sont perdus, et la perte des points de vie dû au sacrifice ne fera jamais faire de test de panique, évidemment. Si au moins un point de vie est perdu via la capacité de sacrifice, vous avez donc accès à la version amplifiée du sort. Donc à ce moment-là, on utilisera tout ce qui se passe entre petits crochets. Donc, vous lancez votre sort, vous décidez si vous voulez les capacités de la version amplifiée, vous sacrifiez, on rappelle, pas engagé au corps à corps, une seule fois ciblé par phase de magie, donc si vous avez déjà sacrifié dans votre unité, on va dire, de chien du chaos, eh bien il va falloir sacrifier autre part pour le deuxième sort, et ça dépend bien sûr, le nombre de touches, ça dépendra de la discipline basique de la charte d'unité de l'unité en question. Et tout ça à 24 pouces du caster. On est parti pour les descriptions des sorts avec le premier qui est le Pentagram of Pain. Ça se balance sur du 5+, à 24 pouces et ce sera une malédiction, ou du 6+, à 12 pouces en aura et ce sera universal quand c'est en boosté. Attention, là je parle pas de amplifié, je parle de boosté. Donc la cible classiquement va subir un des 6 touches, force 4, AP1, Magical Attack. La version boostée, donc c'est en aura de 12 pouces, mais on précise que l'unité du caster n'est pas affectée évidemment. Et si jamais vous voulez l'envoyer en amplifié, que ça soit la version classique ou la version boostée, vous pouvez amplifier l'une ou l'autre, peu importe. Puisque vous décidez d'amplifier après avoir lancé le sort et que vous décidez de booster avant de lancer le sort.
Si jamais vous faites au moins un PV non sauvegardé par ce spell, vous allez regagner un point de vie au niveau de votre sorcier. Ça permet de soigner votre sorcier, donc ça c'est assez cool. Bien sûr, on ne peut récupérer qu'un seul PV à chaque fois, peu importe le nombre de blessures non sauvegardées qui ont été affligées. Donc Pentagram of Pain, très intéressant, surtout sur une figurine solo qui aura un gros mouvement, au hasard, un sorcier sur un dragon, qui va se mettre au milieu de l'ennemi, qui balance son Pentagram of Pain boosté, donc toutes les figurines, toutes les unités à 12 pouces autour de lui, sauf lui. Alors attention, puisque c'est universel, en boosté, ça touche aussi vos unités à vous, si elles sont à 12 pouces. Et ça vous permet de vous soigner, même chez vous en fait. Donc vous faites Pentagram of Pain en aura, vous faites en sorte d'avoir qu'une seule de vos unités, ou peut-être deux. Je pense aux vampires par exemple qui n'ont rien à foutre de leurs zombies. Vous tuez quelques zombies, puis hop, vous récupérez des PV. Enfin, vous récupérez un PV, donc c'est assez cool. Le numéro 2, c'est la Hand of Glory pour 6+, ça visera le caster. Si jamais vous le faites en boosté, ce sera 8+, à 12 pouces, et ce sera une augmente focus. La cible va gagner une Aegis à 6+, et la capacité +1 à la Aegis, maximum 3+. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de base, si vous n'avez pas d'Aegis, vous gagnez une Aegis à 5+, 6+, et le +1. Si vous aviez déjà une Aegis via un objet magique, eh bien vous avez un +1 à cette Aegis, mais vous pouvez pas avoir mieux que 3+. Si vous l'avez lancé en boosté, vous pouvez viser une figurine unique, un personnage ou un champion, mais il n'y a que lui qui en bénéficie de ce sort. Par contre, si vous êtes mis en version étendue, toutes les figurines de l'unité vont être ciblées par les effets du sort. Si je le fais en boosté et amplifié, que je vise le champion de mon unité, toute l'unité récupère la Aegis à 5+, la Aegis à 6+, et le +1 en Aegis. C'est pour ça que les Dread Elves, ça commence à être costaud, puisqu'ils ont ce qu'on appelait les conjurateurs du feu maudit à l'époque, une vue de base, et si vous visez son champion en boosté étendu, et bien là vous avez quand même des sauvegardes invulnérables qui montent à 4 ou à 3, je ne sais plus. Là ça devient très compliqué pour l'adversaire, et on est content que les démons n'y aient pas accès. Le troisième sort, c'est The Rot Within. 6+ pour le lancer à 18 pouces, c'est une ex, c'est permanent. La figurine subit, la cible subit un -1 en offensive skill et un -1 en defensive skill. C'est permanent, il n'y a pas moyen de le dissiper, et si vous le mettez en amplifié, donc via le sacrifice, en plus de ça, le sorcier va gagner +1 en offensive skill et +1 en defensive skill, c'est permanent également. Alors vous allez me dire, ouais, un sorcier qui gagne des bonus pour le combat, on s'en fiche. Oui mais non, parce que déjà, vous pouvez l'équiper avec quelques objets magiques qui peuvent le rendre assez intéressant encore à corps. Et il y a certains sorciers, il vaut mieux pas trop leur tomber dessus. Donc, c'est toujours un bonus, et puis surtout, ça se cumule. Ce sont des malus qui se cumulent. Donc, d'un tour sur l'autre, vous pouvez mettre des -1 sur plusieurs unités, ou mettre un -1, puis un -1 sur un autre, sur la même unité, puis vous gagnez +1, et au bout d'un moment, vous commencez à avoir une offensive skill et une defensive skill qui est vraiment très intéressante. Le quatrième sort, Breath of Corruption. C'est du 6+ à lancer en visant le caster, ou du 9+ à 12 pouces, ce sera une augmente à ce moment-là. La cible va gagner une Breath Attack, Magical Attack, Toxic Attack. Donc la Toxic Attack, c'est de la force 3 AP10, et donc une Breath Attack de D6 touches, qui peut être utilisée au corps à corps comme au tir. Si on l'a utilisé en version boostée, le sort peut viser un personnage, un champion ou une figurine unique. Et si on sacrifie, eh bien la distance du souffle, utilisée comme une Shooting Attack, sera de 18 pouces. Et là, ça commence à faire très fort, parce que un souffle à 18 pouces, qui peut être potentiellement, via la version boostée, ciblé sur autre chose que le caster, donc ça peut être une figurine qui est un petit peu avancée, ça peut être même un redirecteur solo, qui donc fait son boulot de redirection, vous lui balancez le souffle, il peut viser à 18 pouces avec son souffle toxique, donc vraiment très intéressant le Breath of Corruption, vraiment un très bon sort. Mais c'est pas fini, parce que l'occultisme, comme je l'ai dit, est un très très bon domaine. Mark for Doom, le numéro 5 à 9+, pour 24 pouces, un dommage direct X qui est instant, la cible subit une touche, force 10, armor penetration 10, magical attack, multiple wound D3. Donc là ça pique un petit peu, mais si vous êtes via le sacrifice, donc en amplifié, si la cible est dans les 12 pouces du lanceur de sort, vous pouvez choisir dans l'unité ciblée un personnage ou un champion qui sera la cible du sort en fait, qui va subir le sort. C'est une sorte de focus, encore une fois. Mais cette fois, ils ont limité un petit peu les problèmes qu'on a avec l'occultisme, j'en parle juste après. Le 6e sort qui est The Grave Calls, qui se lance à 11+, c'est 12 pouces de portée, damage direct X, c'est instant. La cible subit 2 D6 touches, force 5, AP2, magical attack. Et si vous êtes via le sacrifice, vous gagnez +1 en force et +1 en AP, donc 2 D6 touches, force 6, AP3. Vous voyez que le domaine ne déconne pas du tout.
mais ces gros sorts sont limités avec des petites distances. On a du 12, on a du 18. Sauf que on a des capacités dans certaines armées à augmenter cette distance. On pense notamment aux Warriors of Dark God qui peuvent augmenter via le Veilwalker, en dépensant un Veil Token, ils peuvent augmenter la distance. Et du coup, on a quelque chose un petit peu game break dans le sens où le malus, pas le malus, mais la restriction inhérente à ce domaine saute parce que on a une capacité pour la faire sauter. Et c'est pour ça que on va revenir sur le Mark IV Doom. Pour focus entre guillemets un personnage avec Mark IV Doom, c'est pas dans la distance du sort, c'est dans les effets. Donc, mettons que vous aviez un plus 6 en distance, donc vous passez de 24 à 30, mais le 12 pouces dans lequel doit être le personnage pour être entre guillemets focus, vu que c'est dans la case effet, c'est pas une distance. C'est pas la distance du sort qui est augmentée. Donc, on n'augmente pas cette distance-là. Ça reste 12 pouces. C'est-à-dire que si vous voulez faire du focus, il faut quand même se rapprocher à 12 pouces. C'est une précaution qui était nécessaire pour le Mark IV Doom. Mais ça reste un très bon domaine qui est extrêmement utilisé, qui reste assez polyvalent. Bon, on est quand même sur du dégât, mais il y a quand même de quoi un petit peu embêter notre adversaire. Et je vous ai dit, quand on le lisait, ça déclenchait quoi? Une boule de feu. Alors forcément, si vous le lisez dans le couloir en sortant d'ici, vous foutez le feu au château. Je vois pas ce que j'ai mal expliqué. Parlant de dégâts, on arrive sur la pyromancie. Alors la pyromancie, qui est accessible par l'Empire Sunstall, les Highborn Elves, les Infernal Dwarfs, les ogres, les orques et gobelins, et les Saurian Ancient. Bon, c'est dans son nom, ça va faire du feu, et bon, on va faire du dégât. On commence par la tribu, qui est le Blaze, qui se passe à 18 pouces, c'est un damage ex missile instantané. La cible subit une touche, force 6, AP2, flaming attack et magical attack. Ça met déjà les choses au clair. Le premier sort, c'est la Fireball, pour 4+, à 36 pouces, damage ex missile, instant. On va infliger un des 6 touches, force 4, AP0, flaming attack, magical attack. C'est un blast classique, très bon pour dégager un redirecteur. La portée est juste géniale, 36 pouces, plus le mouvement potentiel de votre magicien. On peut quand même cibler très rapidement quelque chose, donc oui, c'est pas forcément très fort, force 4 AP0. Des 6 en plus, bon, la variance est très grande, mais voilà, c'est un petit sort, ça 4+, 3 sur le dé, si vous êtes master, hop, ça passe. Vous pouvez finir par une fireball, il vous reste un dé, vous lancez votre dé sur 3, 4, 5, 6 si vous êtes master, ou 4, 5, 6 si vous êtes adepte ou apprentice, et pouf, la boule de feu qui part, et puis ça peut faire du dégât. Plus le blaze, qui forcément, du coup, est casté. Le deuxième sort, c'est Cascading Fire, sur du 5+, à 24 pouces, ou du 8+, pour du 12 pouces, donc on est à 2 fois moins loin. Mais vous verrez que c'est 2 fois plus puissant, puisqu'on va infliger 1 des 6 touches ou 2 des 6 en boosté, force 4, AP0, flaming attack, magical attack. Alors on va se dire oui, pourquoi pas, mais attention, regardez, le type, c'est une malédiction. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une ligne de vue. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir la cible dans votre arc frontal. Elle peut être derrière vous, elle peut être sur le côté, peu importe. Et donc c'est ça qui est intéressant avec ce sort. Et surtout, vu que c'est une malédiction, ça peut se lancer sur une unité qui est au contact, qui est au corps à corps avec vous, une unité qui est engagée, puisque ce n'est qu'une malédiction, il n'y a pas d'autre type, donc vous pouvez balancer le Cascading Fire dans un corps à corps, je trouve ça assez intéressant. Surtout que si vous êtes dans les 12 pouces, à la phase de magie, se prendre 2 des 6 touches force 4 AP0 avant de phase de combat, c'est quand même assez sympa. Le sort sera très certainement le plus puissant du domaine, les Flaming Sword, le numéro 3, qui se casse sur du 8+, et du 11+ en boosté, attention, ça commence à devenir cher. On le lance à 18 pouces ou à 6 pouces en aura. C'est une augmente qui dure un tour. La cible ou les cibles gagnent Flaming Attack, Magical Attack. De plus, les attaques de mêlée et de tir de la cible vont gagner +1 pour blesser. C'est un bonus pour blesser. Ça fait très mal. Alors attention, c'est pondéré par le fait que vous serez en Flaming Attack, donc évidemment contre ceux qui ont une Aegis, ça fonctionne pas, enfin ça fonctionne pas, si, ça fonctionne, mais ça fonctionne moins bien, puisqu'il va pouvoir avoir à son Aegis spécifique au feu, mais sinon c'est très fort, je veux dire, +1 pour blesser, ça pense notamment à tous les monstres qui sont du 8, qui ont une résonance de 8, qui sont extrêmement durs à blesser, et ben là vous avez un +1 pour blesser, c'est-à-dire que vous lancez ça sur vos 30 archers, et ben les archers vont blesser sur du 5, alors qu'ils ont qu'une force de 3, ils blessent sur du 5, puisqu'ils blessent sur du 6, et ils ont le +1 pour blesser. D'où l'importance de l'aura, et d'où le fait que ce sort, souvent joué avec des gunlines ou ce genre de choses, est très compliqué, enfin souvent on fait en sorte de le dissiper, parce que Flaming Sword est
un très très bon boost, c'est le seul boost du domaine, pas mauvais. Hein. On repart sur du blast avec le 4ème qui est le Pyroclastic Flow, sur du 7+, 10+, en boosté, à 24 pouces ou 12 pouces pour qu'il soit boosté. Alors attention, je précise, hein, c'est comme Cascading Fire, c'est pas parce que vous êtes à 12 pouces ou moins que vous êtes obligé de mettre la version boostée. Mais du coup, quand vous êtes au-delà des 12 pouces, on sait que quand vous annoncez ce sort, c'est forcément la valeur classique. Par contre, quand vous êtes à moins de 12 pouces, n'oubliez pas de préciser avant de lancer le sort quelle version vous faites. Parce que par défaut, c'est la petite version. Donc ça dommage ex-missile instant, la cible va subir 2d6 touches ou 3d6 touches si c'est en boosté. Force 4, AP 0, Flaming Attack, Magical Attack. Voilà, c'est classique, ça fait du dégât, quoi, hein, c'est une grosse boule de feu. Le 5ème sort, c'est le Scorching Salvo, qui se lance à 8+, qui a une aura de 24 pouces. Ça fait quand même un diamètre de 48 pouces, plus la taille du socle. Donc ça fait beaucoup de choses. C'est un dommage malédiction, heureusement, hein, sinon si ça prenait les copains, ce serait pas cool. Et c'est instantané. Les cibles subissent 1d3 plus une touche, force 4, AP 0, Flaming Attack, Magical Attack. Ça permet de faire plein de petits dégâts, c'est très très bon contre les MSU par exemple, et ça permet de finir aussi ça permet d'englober pas mal de figurines, et ça permet notamment de fumer des redirecteurs. Vous voyez, là, typiquement, vous jouez contre un ogre, il y a moyen que ces deux ou 3 crocs de sabre, ou ces 2 crocs de sabre et ces 5 Scrapping Trappers, ils vont se prendre tous 1d3 plus une touche, force 4. Ça dépend ce que vous faites sur le D3, mais vous pouvez tuer les 2 crocs de sabre et vous pouvez faire très très mal au scrapping, et du coup il a plus de redirecteur en un seul sort, quoi. Vraiment très, très sympa le Scorching Salvo. Et pas cher. Et on finit avec le Love Lumping Burst, le numéro 6, qui se lance à 10+. Ça se lance à 24 pouces, c'est un dommage direct instant. Toutes les figurines de l'unité subissent une touche force 3, AP 0, Flaming Attack, Magical Attack. C'est la même chose que pour la cosmologie, sauf que cette fois on est en Flaming Attack. Mais voilà, donc il est sûr qu'il y a des armées qui ont accès et à la cosmo et à la pyromancie. Ça va donc tous qui ont du 3 et ont du 2, et il commence à y en avoir pas mal. Ça couine un peu quand vous avez ces 2 sorts, parce que c'est compliqué de dissiper ces 2 sorts, c'est compliqué de les lancer tous les 2, on est d'accord. Mais si les 2 passent, vous pouvez ravager des packs complets, quoi. Très intéressant comme sort. La pyromancie, un domaine, je veux dire simple. Et comme je vous l'ai dit, il y a un seul boost qui sert tout le temps. Et puis les blasts ça sert tout le temps, hein. C'est très bien. Alors par contre, oui, c'est sûr que une fois que les corps à corps sont engagés, faut faire attention dans votre choix de sort. Si vous avez pris que des blasts, une fois les corps à corps engagés, vous n'avez plus beaucoup de cibles avec votre pyromancien. Mais vous avez Cascading Fire qui fonctionne au corps à corps, et vous avez Flaming Sword. Voilà, donc il faut juste faire un petit peu attention à ça. Il y a des merdes d'oiseaux partout par terre chez vous, c'est parfaitement dégueulasse. Mais non, ça c'est moi quand je me transforme en chouette. De quoi? Ah oui, la sensation de liberté, je vole dans la pièce, je me sens plus et je fais pas gaffe. On arrive au domaine, mon chouchou, au domaine que je préfère, le chamanisme, qui est accessible par, vous voyez, la moitié des armées, donc les Beast Herd, les Highborn Elves dans une certaine mesure, Kingdom of Aquitaine, les ogres, les orques et gobelins, les Saurian Ancients, les Sylvan Elves et les Vampire Covenant dans une certaine mesure également. On a un attribut qui s'appelle Scarification, qui ne vise que le caster, ça dure un tour. Les attaques de mêlée, donc toutes les attaques qui se passent au corps à corps contre cette cible, ne peuvent jamais blessé sur mieux que 5+. Alors, c'est pas forcément l'attribut le plus sexy ou le plus violent qu'on peut avoir, hein. On fait pas de dégâts, on met pas de boost sur une unité ou un malus sur une autre, etc. Et on se dit, ouais, mais moi, mon caster, j'ai pas envie qu'il aille au corps à corps, c'est un sorcier, il est pas fait pour ça. Sauf que, faut bien revoir les armées qui ont accès. Dedans, on a le Beast Herd, l'ogre, l'orque et gobelin. Bon, le Saurian Ancient, c'est plus compliqué parce que c'est des skinks qui ont accès, donc on va éviter. Et puis les vampires, c'est les striges, donc les ghouls. Ça vous permet quand même d'avoir des sorciers qui peuvent aller un petit peu bâcher, parce que vous pouvez leur mettre un peu de stuff pour le combat, mais également, ça vous permet d'emmener votre sorcier, parce que vous allez voir que les distances du chamanisme sont pas folles non plus, mais par contre, lui, il peut suivre l'armée, il peut être dans le régiment même qui va au corps à corps, parce qu'il a cette scarification. Si un seul de ses sorts passe, il ne pourra pas être blessé sur mieux que 5+, quelle que soit son endurance. Donc c'est quand même sympathique. Mais c'est un attribut qui ne peut pas aller sur plusieurs unités parce qu'on le fait qu'une seule fois. À partir du moment où il y a un sort du chamanisme qui est passé, ça se stack pas, quoi. On peut pas le transmettre à quelqu'un, etc. Donc c'est un attribut qui est sympa, c'est pas le meilleur qui existe. Le premier sort, c'est Awaken the Beast. Ça se caste sur du 6 ou du 7 en boosté, c'est à 18 pouces, c'est une augmente qui dure un tour. La cible va gagner plus 1 en force et en AP si on le lance en classique, et plus 1 en résilience à la place si le sort est lancé en boosté. Donc là on choisit, vous voyez il n'y a que 1 de différence, est-ce que je veux gagner de la force et de la paix, est-ce que je veux gagner de la résilience, c'est un sort extrêmement bien, classique, simple.
Swarm of Insects, le numéro 2, qui se lance sur du 5 plus à 24 pouces ou du 8 plus à 48 pouces. Bon, je vous parlais des distances qui étaient petites, là, ça me fait mentir, évidemment. C'est un dommage ex-missile, ce sera le seul, ce sera notre seule source de dommage direct. La durée est permanente, mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas du blast en lui-même. Une fois qu'on a réussi le sort et qu'il n'est pas dissipé, la cible va subir 5 d6 de touche force 1 AP0, c'est les petits insectes qui viennent le grignoter. On blesse que sur du 6, parfois sur du 5, quand on est sur de l'ordre du 2, avec Magical Attack. Donc ça, c'est l'effet immédiat. C'est pas quelque chose qui se fait tous les tours, fort heureusement. Par contre, s'il y a au moins un PV non sauvegardé, donc vraiment un PV de perdu à cause de ces insectes, la cible va avoir moins 1 pour toucher avec ses attaques de tir. La façon de se débarrasser de ça, c'est qu'il doit bouger. Il doit bouger avec un mouvement simple, une marche forcée, une charge ratée ou une poursuite. Ce qui veut dire que si jamais il fuit, les insectes restent. Je veux pas dire que c'est gadget parce que sur une machine de guerre, c'est très fort. Parce qu'en fait, vous visez une machine de guerre, déjà, vous pouvez faire des points de vie via les 6 que vous allez faire. Et en plus, vous le forcez. Soit tu prends le moins 1 pour toucher, qui peut durer toute la partie si tu bouges pas. Soit tu bouges, mais les machines de guerre, on sait que si elles bougent, elles tirent pas. Donc un très bon sort, le Swarm of Insects. Et puis c'est surtout, comme je vous le disais, dans le chamanisme, c'est le seul blast que l'on a, donc pour dégager un redirecteur ou faire un petit peu de dégâts, on a ça. Savage Fury est le numéro 3 pour 5 plus à 12 pouces ou 8 plus à 24 pouces. C'est universal, donc on peut le lancer sur nous et on peut le lancer sur l'adversaire, ça dure un tour. La cible gagne Battle Focus, Fearless et Frenzy. Alors, donc le Battle Focus, on rappelle, c'est les 6 explosifs pour toucher. C'est à chaque fois qu'on fait un 6 pour toucher, on va rouler de blessures. C'est comme si on avait 2 touches au lieu d'une. Vous allez me dire, mais quel intérêt de donner ça à l'adversaire, puisque c'est universel? C'est surtout qu'il est frenzy. Du coup, vous pouvez faire ce qu'on appelle le frenzy bait, donc rendre frénétique une de ses unités, pour qu'à son tour, il soit obligé, selon ce que vous avez fait comme placement, donc il faut bien prévoir le truc, il va devoir tester un test de discipline en maximize, et si jamais il le rate, il est obligé de déclarer une charge. Et du coup, ça peut casser un bunker, ça peut empêcher un redirecteur de faire son boulot, parce qu'il va charger au lieu de rediriger. Ça peut être pas mal de choses, donc c'est un très très bon sort, je trouve. Enfin, c'est un sort très intéressant, en fait, qui est moins facile d'utilisation. Et puis même sur nous, c'est assez simple. Après, le problème, c'est que le chamanisme a des très très bons sorts, et quand vous avez un master, c'est compliqué de choisir Savage Fury. Souvent, on n'a pas la place de le choisir, mais il est très bon. Chilling Hole, 6+, en classique, 10+, en boosté, ça se passe à 36 pouces. Décidément, il me faut mentir, ces sorts. Enfin, un tour pour la durée. Donc, toutes les unités à 6 pouces, ou 12 pouces en boosté. De la cible, quand le sort est incanté, vont avoir moins 1 pour blesser avec leurs armes de tir en classique, ou leurs armes de distance en boosté. La différence, c'est que, si c'est en version boostée, c'est les armes de tir, mais aussi les sorts. Donc s'il y a des magiciens dedans avec des blasts, ils auront aussi moins 1 pour blesser. Et on précise bien que c'est 6 pouces ou 12 pouces au moment où on lance le sort. Du coup, quand votre adversaire va jouer, vu qu'il va avoir son mouvement avant de faire sa magie et avant de tirer, il pourrait se dire, parce qu'on vous ciblez une unité quand même. Donc je m'éloigne de cette unité là, avec le Chilling Hole, et puis je vais récupérer ma façon de blesser classique. Non, c'est qu'au moment où le sort est lancé, vous calculez autour de l'unité que vous ciblez. Tous ceux qui sont dans l'aire d'effet vont subir le Chilling Hole pour le tour d'après. Ça peut vouloir dire qu'on peut viser une unité qui ne tire pas. C'est ça qui est paradoxal parfois, mais si vous avez par exemple une unité ennemie, mais qui est super grande, qui est super étendue, une grosse brique, mais qui tire pas, vous le visez avec le Chilling Hole, et depuis cette unité, vous calculez vos 6 ou vos 12 pouces, et là par contre, ça se trouve, vous allez taper toutes les machines de guerre qui sont à l'arrière, puis l'unité d'archer qui est sur le côté, puis de l'autre côté, il y a une unité avec les sorciers qui sont dedans, et là, tout le monde est pris. Très intéressant en utilisation ce sort. Évidemment, c'est un sort qui n'a aucun intérêt contre des gens qui ne tirent pas ou qui ne font pas de blast, mais l'avantage c'est que vous connaissez la liste de votre adversaire avant de choisir les sorts. Donc lui, il est vraiment spécifique à certains match-up, mais par contre, il fait très très mal dans le match-up en question. Donc on arrive au sort emblématique du chamanisme, la Totemic Summon, le numéro 5. 10+ pour l'incanter en normal, 12+ en boosté, ça se passe à 96 pouces, donc en gros, c'est sur la table. On vise le ground, donc le sol, le battlefield, le champ de bataille. La durée, c'est instantané. On invoque une Totemic Beast, on va voir ce que c'est juste après. Elle va être placée à 1 pouce d'un bord de table, si vous l'avez lancé en classique, à 10 pouces du bord de table, n'importe lequel, si vous l'avez lancé en boosté. Donc, vous voyez que la version boostée, c'est 12 pouces, donc c'est très compliqué à lancer à 3D, mais je vous dirais que la 10 est compliqué aussi à obtenir à 3D. Donc, dans l'absolu, ça se lance à 4D, ce genre de bestiole, c'est sûr. Mais 10 pouces, vous pouvez le placer pour être un redirecteur qui arrive de nulle part,
et c'est quand même pas négligeable comme bonus. Et alors qu'est-ce qu'a fait cette Toteming Beast? Vous voyez, c'est une large beast sur un socle de 40 par 40, elle bouge de 3d6 en mouvement aléatoire, donc on ne peut pas la fuir, parce qu'elle ne charge pas. Elle n'a pas besoin d'être orientée pour pouvoir atteindre le corps à corps, donc ça c'est quand même très cool. Bon, bien sûr, hein, les poursuites en fuite, qui donc se trouvent souvent du côté de votre adversaire. Hein. Vous avez invoqué la Toteming Beast, le tour d'après, s'il y a encore une unité en fuite, vous dirigez la Toteming Beast dessus, si elle l'impacte, vu qu'elle la fait pas fuir, pouf, ça explose. Bon voilà, il y a plein de choses à faire, ça on pourra même faire une vidéo sur l'utilisation du Random Movement Toteming Beast. Elle a une discipline de 7, ce qui est pas négligeable. Elle est fearless, ce qui est bien c'est qu'elle est pas supernale, elle est pas machin, elle est pas instable ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment une bestiole quoi, qui arrive, qui a 3 points de vie, qui a 4 attaques, qui a une offensive et une défensive de 3, une force et une endurance de 5. Elle n'a pas d'armure, elle a AP2, elle a J3, ce qui est quand même pas mal, parce que quand elle impacte, elle est à J4, du coup, puisqu'elle est considérée comme ayant chargé. Et elle a une attaque de souffle de force 3 AP0 qu'elle peut utiliser dès qu'elle arrive, puisque c'est un tir. Donc, la Toteming Beast, génial. Ça peut prendre les machines de guerre, ça peut aller chercher les unités d'archers, ça peut être un redirecteur, ça peut être plein de choses, en fait, la Toteming Beast. Ça met une pression horrible. Et surtout, vous n'êtes pas limité à 1. C'est-à-dire que quand au premier tour, vous pouvez en sortir une, deuxième tour, vous en sortez une, troisième tour, vous en sortez une. Vous pouvez en avoir plein, en fait, des Toteming Beast. Et puis, au final, dernier truc qui est pas mal aussi, c'est que ça vous permet de faire des figurines. Tout simplement, hein, le côté hobbyiste qui ressort, de faire des figurines dédiées à être une Toteming Beast. Donc ça, je trouve ça assez cool. D'ailleurs, quand vous partez en tournoi ou quand vous allez chez les copains, vous pouvez vous arranger, mais quand vous faites une partie, on va dire, sérieuse, donc avec des règles, en tout cas avec quelqu'un dans les tournois, pensez à avoir, moi je vous conseille d'en avoir 3. J'ai rarement invoqué plus de 3 bêtes dans une partie, je l'ai fait 2-3 fois quand même, où j'ai eu 3 bêtes d'actives, donc ayez des figurines qui peuvent représenter vos Toteming Beast, et faites en sorte qu'on sache que c'en est une. Alors ce qui est bien, c'est que ça peut représenter n'importe quoi, hein. Peu importe. Évitez par exemple, si vous jouez orc et gobelin, évitez de prendre des trolls si vous jouez des trolls dans votre armée, parce qu'au bout d'un moment on va plus trop savoir qui est quoi. Ou alors il faut vraiment qu'ils soient très différents visuellement. Donc soit vous avez une figurine dédiée, soit vous avez des figurines, je sais n'importe où, vous jouez orc et gobelin, vous prenez des minotaures par exemple. Voilà. Donc ouais, vraiment très cool la Toteming Beast. Et on finit avec un sort qui est très puissant aussi, le Break the Spirit, le numéro 6, qui se lance à 9 pour 18 pouces, ou à 11 pour 36 pouces. C'est une malédiction qui dure un tour. L'unité a -1 pour toucher, tout court, ça veut dire -1 pour toucher au corps à corps, mais aussi au tir, et va traiter tous les terrains, incluant l'open terrain, comme un Dangerous terrain 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que s'ils font autre chose qu'une marche normale, ils vont devoir, l'unité va devoir tester et va prendre un PV sans sauvegarde d'armure sur un 1 ou un 2. Et toutes les figurines vont devoir tester. Si vous êtes, par exemple, vous visez une unité sur le grand, et elle est devant un champ. Puis vous êtes de l'autre côté du champ. Elle veut vous charger. Donc elle vous charge, elle fait des tests, tout le monde fait un test au niveau de l'open terrain, sur un 1 ou un 2 c'est un mort, en gros. Hein. Après ils passent dans le champ, donc ils arrivent sur un autre terrain, ils refont un test, alors que le champ normalement ne fait pas faire de test de terrain dangereux. Hein. Ça se cumule au terrain dangereux que ferait une ruine par exemple. Sur un 1 et un 2, encore des morts. Par contre, quand il revient sur le grand, attention, la règle spéciale, la règle le dit bien dans les terrains dangereux, un même terrain ne fait pas faire dans le même tour plusieurs tests de terrain dangereux. Donc le fait que vous reveniez sur le grand ne vous refait pas faire de tests de terrain dangereux. Mais ça reste quand même très très fort et vous voyez bien que là, avec Savage Fury, si vous rendez quelqu'un frénétique, qui rate son test de frénésie et qu'il est sous Break the Spirit, vous lui faites faire un nombre de terrains dangereux, c'est phénoménal. C'est une combo possible. C'est pas la plus simple à mettre en place, mais ça peut faire très très mal. Et moi, je me rappelle d'une partie que j'ai fait il y a pas longtemps. J'avais mis Break the Spirit sur des elfes, sur des Swordmasters, qui ont fui, et ils ont fui à travers le grand, un champ et un muret, je crois. Et en fait, j'ai tué beaucoup plus de Swordmasters via mon sort que via le combat en lui-même, quoi. Donc, non, c'est très 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 bon comme sort, redoutable comme sort, Break the Spirit. Et surtout, vous voyez, 36 pouces, alors certes c'est du 11, donc le chamanisme, pour sortir les gros sorts, ça coûte cher, mais l'efficacité est là, quoi, je veux dire. Break the Spirit est bête, votre adversaire, il en veut pas, quoi, il veut ni l'un ni l'autre. Après, c'est à lui de choisir là où il met ses dés, parce que le plus souvent, malheureusement, vous allez devoir utiliser 4 dés, alors typiquement, c'est les phases de magie à 8 dés, c'est 4 dés, quoi. Et là, que fait-il ? Compliqué. Donc voilà, donc chamanisme, vraiment un domaine que j'adore, un domaine qui fonctionne du T1 au T6. Ce que j'aime à dire, c'est que c'est un domaine qui fonctionne tout le temps.
Même si vous êtes hyper loin, votre adversaire a fait un castle, donc il a fait un château très loin au fond de la zone de déploiement, vous pouvez quand même incanter une bête, faire un break the spirit, les insectes, il y a de quoi faire, et puis quand on est dans les corps à corps, évidemment, tous les bonus malus, tous les bonus surtout de corps à corps qu'il y a, donc un très très bon domaine, même si je suis pas totalement objectif. Ah, attention, hein, parce que la pluie de pierre, elle peut tomber, là. Une pluie de pierre en intérieur, donc. Je vous prenais pour un pied de chaise, mais vous êtes un précurseur, en fait. On passe à mon deuxième domaine préféré, la thaumaturgie. On voit que les démons, les ogres et les orques et gobelins, vous comprenez bien maintenant pourquoi je joue orques et gobelins, et ogres, les Verminswarm et les Warriors of Dargoth, dans une certaine mesure, y ont accès. On a une capacité qui s'appelle, on a une règle spéciale qui s'appelle Judgment of an Height, c'est le fait que quand vous incantez sort de la thaumaturgie, qui n'est pas un band spell, vous êtes obligé de relancer les as que vous faites pour lancer le sort. Donc c'est plutôt cool, vous avez la relance des as sur incantation, alors vous allez rarement fizzle du coup, on s'en fiche, le but c'est de passer. Par contre attention, la relance des as, ça augmente votre risque de faire un fiasco, forcément. Et bien sûr, la contrepartie de ça, c'est tous vos miscasts, que vous ayez relancés ou non des dés, peu importe, sont augmentés de 1 dans leur valeur. Donc, en gros, si vous faites un triple 3, vous êtes considéré comme ayant fait un triple 4. Pas pour la valeur du sort, mais pour la valeur du miscast seulement. On va voir ce que c'est que les miscasts tout à l'heure, vous allez voir, c'est jamais une bonne chose. Et ça se cumule. Ça se cumule avec la carte 1, donc ça fait un plus 2 au miscast. Voilà. La thaumaturgie, on est parti avec le premier sort, Hand of Haven, 5+, en version normale, 8+, en version boostée, ça se passe à 24 pouces. C'est un damage ex-missile, et c'est instantané. La cible va subir 1 des 6 touches, force 1 des 6, AP2, ou, en version boostée, 1 des 6 plus une touche, force 1 des 6 plus 1, AP3. C'est l'un des sorts les plus aléatoires qui existent. Combien de fois on a fait 2 touches de force 2 ou même une touche de force 1 quand vous le lancez en non boosté. Mais ça arrive de faire 7 touches de force 7. Moi, ça m'est arrivé de faire 7 touches de force 7 sur un Feldrak Elder et de le tuer en un coup. Enfin voilà. Et il prend 7 touches à 3+, il lui reste une 6, et il est mort. Il est mort. Donc voilà, c'est un sort qui est très intéressant dans le sens où, déjà c'est un blast, qui peut être haut en force, et même si vous êtes dans les forces et les touches médianes, vous voyez quand même qu'on est en AP2 de base, et on passe en AP3, quand vous le mettez en étendu. Ça peut faire un peu peur aux armurés quand même, la P3. Hein. Donc, très intéressant. Le Hand of Haven, voilà. Le Smite d'Unbeliever sur du 6+, en classique ou du 9+, en boosté, ça se passe à 24 pouces, quoi qu'il arrive, c'est une malédiction qui dure un tour. Une fois que vous avez lancé le sort, vous devez lancer un dé. Sur 1 à 3, la cible va perdre 1 en résilience. Sur 4 à 6, la cible va perdre 1 en force et en armure penetration. Sachant que si vous l'avez lancé en boosté, vous choisissez quel effet est affilié au sort. Soit vous laissez le hasard faire parce que ça vous intéresse d'avoir à la fois -1 ou en force ou en résilience, soit vous choisissez selon la situation. Le sort numéro 3, Speaking in Tongues, qui se lance sur du 7+, que ça soit en version boostée ou non, vous verrez qu'en fait c'est pour avoir un effet différent. Distance est de 18 pouces, c'est une malédiction et ça dure qu'un tour. La cible ne peut pas utiliser la Commanding Presence si vous l'avez lancé en normal, ou le Rally Along the Flag, donc la relance de la BSB, sur la version boostée. Alors pourquoi ils ont fait ça plutôt que de mettre un effet, vous choisissez, c'est qu'il faut le choisir avant de lancer le sort. Tout simplement, puisque vous décidez si vous le lancez ou non en boosté. Alors sur le papier, c'est un sort qui est très bon. Sur certaines armées, ça peut être un drame absolu, mais la thaumaturgie est tellement intéressante que je n'ai jamais vu quelqu'un choisir ce sort, en fait. Alors peut-être que des gens... D'ailleurs, mettez-le en commentaire si vous utilisez ce sort. Peut-être qu'il y a des gens qui jouent un master et un adepte thaumaturgie, donc du coup, c'est l'adepte qui le prend. Il est pas mauvais comme sort. Franchement, il est pas mauvais. Quand vous le voyez comme il est pas très cher. Ça peut se lancer à 2D assez facilement. La distance est pas dégueulasse. C'est une malédiction, donc pas besoin de voir l'ennemi ou quoi. Ça peut faire... moi, combien de fois un combat a été réussi parce que l'adversaire avait accès à sa commanding présence ou à sa relance de BSB, quoi. Mais c'est vrai que je la vois jamais. Je le vois jamais être pris. Et moi qui joue beaucoup thaumaturgie, je l'ai jamais pris. Je l'ai jamais lancé ce sort. Donc je ne sais pas. C'est dommage parce qu'il est bien en fait, au final. Le quatrième sort, Cleansing Fire, sur du 5+, en basique, qui vise le caster, sur du 8+, à 18 pouces, en augmente, ça dure un tour. La cible va gagner une Breath Attack, force D3+2, AP1, Magical Attack. On fait le D3 dès qu'on incante le sort. N'oubliez pas, vu que c'est une Breath Attack, ça peut devenir une Shooting Weapon, du coup. Et donc en version boostée, vous pouvez viser un personnage, un champion, ou une figurine unique. Donc ça aussi, très bien. Contrairement à l'occultisme, on n'a aucun moyen d'augmenter la distance effectif du souffle, mais il peut être force 5 ce souffle, hein, donc c'est pas déconnant. Le sort emblématique de la thaumaturgie, un sort redoutable et redouté, Wrath of God, qu'on va appeler le plus souvent la comète, 12+ pour le lancer,
96 pouces pour la distance, donc en gros on choisit un point sur le ground. C'est permanent, donc c'est très spécial. Si votre sort est passé, pas de dissipation, etc. machin, vous choisissez un point sur le champ de bataille et vous mettez un marqueur. À la fin de chaque phase de magie, après celle où vous avez incanté cette comète, phase de magie ennemie ou alliée, vous lancez un D6. Sur 1 à 3, la comète elle n'est pas encore arrivée, par contre vous mettez un marqueur, parce qu'elle a le temps de grossir, au même point. Vous rajoutez un marqueur en fait. Sur 4 ou 6, sur 4, 5, 6, elle tombe. Elle tombe et elle va faire une aire d'effet de 2d6 plus x, x est le nombre de marqueurs. Donc n'oubliez pas qu'elle arrive avec un marqueur, et après à chaque phase de magie où vous n'avez pas fait un 4+, en gros, il y a un marqueur supplémentaire. Et donc, vous lancez vos 2d6 plus x, et donc vous avez 3 marqueurs, vous faites 2d6 ou 7, bah c'est 10 pouces autour du marqueur, enfin autour du point que vous aviez mis. La comète tombe et elle inflige des dégâts à toute unité, ou à toute figurine, qui est dans le rayon. Et encore une fois, il ne faut pas être entièrement dans le rayon pour subir les dégâts. Ces dégâts, quels sont-ils? Ils sont 2d6 touches, force 5, AP2, Magical Attack. Si jamais vous ratez un test de panique dû à ces dégâts-là, dû à la chute de la comète, vous fuyez le point d'impact de la comète. Le sort prend fin et on enlève tous les petits marqueurs. Vous pouvez avoir plusieurs comètes au cours d'arrivage, hein, c'est possible. Et bien sûr, les comètes, ça vous touche autant que votre adversaire, donc faut faire gaffe. Donc voilà, la comète, ça fait rire personne, parce que ça peut empêcher une unité une armée de rush d'avancer. Si vous commencez à mettre des comètes au milieu de la table, s'il avance, il va falloir qu'il avance en regardant le ciel, en se disant « Oh là là, faut pas que ça tombe ». Évidemment, tout ce qui est castle, tout ce qui est bunker... Ça fait le ménage, ça peut ravager les machines de guerre, ça peut ravager à peu près n'importe quoi d'ailleurs. Donc ouais, très très bon sort la comète. Mais, toujours c'est aléatoire de savoir est-ce que ça tombe pas. Il y a des gens, ils ont compté des comètes et on attend toujours qu'elles tombent. Et pour finir, un de mes sorts préférés, le Trial of Face, c'est le 6e sort. C'est du 7+, à 24 pouces ou du 10+, à 18 pouces, mais vous verrez que c'est un damage direct X qui devient un focus missile si on le fait en étendu, enfin en boosté. C'est instantané. Vous allez, donc la différence c'est que vous allez pouvoir viser un personnage au sein d'une unité, mais il faut pouvoir le voir, alors que l'autre se passe à 24 pouces et il faut juste être dans son arc frontal. Mais on a cette capacité malgré tout de sniping. Parce que donc on va lancer un D3 plus 1, votre adversaire va lancer un D3. La différence, c'est le nombre de touches qui blessent automatiquement avec AP10 et Magical Attack. Vous pouvez faire 4, lui peut faire 1, donc vous pouvez aller jusqu'à faire 3 PV, comme vous pouvez ne rien faire. Si jamais votre adversaire fait plus que vous, il peut faire 3 et vous pouvez faire 2 au minimum, il se passe rien pour vous évidemment, il n'y a pas de retour de bâton. Bon voilà, donc j'adore la thaumaturgie, c'est dangereux avec les miscasts, c'est violent, c'est très violent la thaumaturgie, et vous voyez que les ogres et les orques et gobelins sont les seuls à avoir accès et à la thaumaturgie et au chamanisme. Et c'est un duo qui fonctionne extrêmement bien. Alors bon, il faut pouvoir se payer les doubles masters, mais donc c'est plus facile en orque qu'en ogre, mais quand vous avez au T1, quelle que soit l'armée qui est en face, vous commencez, vous faites, t'as le choix entre une comète et une bête, qu'est-ce que tu prends? S'il joue des machines de guerre, il n'y a rien qui lui plaît, parce que la comète, bon, oui, c'est compliqué, alors, je vais dissiper la comète, mais ça veut dire que je laisse rentrer une bête qui va pouvoir me bouffer des points, enfin bon, c'est très compliqué à gérer, c'est un duo qui fait mal et qui souvent est décrié, parce que c'est encore un domaine où on peut commencer à jouer dès le T1 et on peut continuer à l'utiliser jusqu'au T6. Même s'il y a un refus de game en face, refus de game et que vous jouez la thaumaturgie, je vais te balancer des comètes toute la partie. Au bout d'un moment, s'il y en a une qui passe, je peux prendre des points, quoi. C'est très intéressant comme domaine. Je suis peut-être un manche, mais je sais encore reconnaître une malédiction quand j'en vois une. Mais où est-ce que vous allez chercher? J'ai le temps de vous balancer une malédiction? On finit les domaines avec la Witchcraft et ce joli corbeau à 2 têtes. Les armées qui ont accès, nous avons les démons, les Dread Elves, les Highborn Elves dans une certaine mesure, les orques et gobelins, les Vermin Swarm et les Vampire Covenant. L'attribut, le Evil High, qui fonctionne à 24 pouces, qui est universel, qui dure un tour. Si ce sort va sur une unité amie, elle va gagner +1 en mouvement et +2 en marche forcée. Si ça va sur une unité ennemie, elle va subir un -1 en mouvement et un -2 en marche forcée. Un minimum de 3 et de 6 respectivement. Vous ne pouvez pas réduire les nains à 1 ou 2 pouces, puisque, comme on le voit, une unité ne peut pas être affectée plus de 2 fois dans la même phase par ce sort. Donc c'est pour ça, si vous le mettez deux fois l'attribut de la Witchcraft sur une unité de nain, vous faites pas en sorte qu'elle avance que de 1 pouce. Ça réduit un peu les charges, ça augmente vos charges à vous.
ça augmente votre marche forcée. Si vous mettez 2 fois le Evil Eye sur une de vos unités, puisque c'est possible, vous avez un +4 en marche forcée, ou un plus de mouvement. Donc plus de mouvement sur une unité de cavalerie par exemple, ou sur un monstre qui est rapide. C'est tout de suite très intéressant. Raven's Wing, c'est le premier sort de la Witchcraft qui se caste sur du 7 ou sur du 9 en version boostée, ça se passe à 18 pouces et une augmente instantanée. La cible va faire un Magical Move de 8 ou de 12 pouces si vous êtes en version boostée, avec les capacités, avec les règles spéciales Vol et Light Troop, jusqu'à la fin de votre tour. Dans l'unité qui bénéficie des Raven's Wing, vous choisissez une seule figurine, bon s'il n'y en a qu'une seule évidemment c'est elle qui est choisie, et vous pouvez effectuer une Sweeping Attack, donc une attaque au passage si jamais vous passez au-dessus d'une unité ennemie, et ça ne vous empêche pas de faire les Sweeping Attacks que vous auriez de base. Je pense aux démons par exemple, les Veil Serpent qui font des Sweeping Attacks, et bien si vous les bougez grâce à Raven's Wing, ils pourront faire leur Sweeping Attack, puisque ça reste un mouvement, ça reste un Magical Move, donc ça active leur capacité de Sweeping Attack, donc ça commence à être pas mal. Au niveau des attaques. La Sweeping Attack, alors là par contre il n'y a qu'une seule figurine qui l'est faite dans la Raven's Wing. Balancer un des 6 touches, Force 4, AP1, Magical Attack. Donc pas négligeable pour un sort qui a comme principal effet de vous faire bouger, donc très bon dans la prise de scénario notamment, mais ça permet de placer un redirecteur, ou au contraire, vous étiez face à une unité qui allait vous charger le tour d'après, pouf, vous y êtes plus. Puis en plus, vous lui avez foutu une baffe ou 2 avec le D6, Force 4 AP1, donc très intéressant comme sort. Le numéro 2, Deceptive Glamour, sur du 4+, pas très cher, sur du 6+, en version boostée, à 24 pouces, c'est une malédiction qui dure un tour. La cible va subir -1 en offensive skill, en defensive skill et en agilité. Ce malus passe à -2, si jamais on le fait en boosté. -2 pour du 6+, c'est quand même très, très classe. Le troisième, c'est Twisted Effigy, 5+, à lancer 7+, en boosté, ça se passe à 36 pouces, c'est une malédiction qui dure un tour. La cible ne peut pas utiliser d'attaque de tir. Et si vous l'avez lancé en boosté, il a un -2 sur ses incantations de sorts. Donc évidemment, c'est pas de magicien, ça sert à rien de le lancer en détendu. C'est un sort qui coûte pas cher, et vous pouvez faire en sorte que la grosse unité de tireur ou la machine de guerre ne puisse pas tirer du tout. C'est pas sous condition, elle n'a pas le droit à sa phase de tir. Donc c'est très fort. C'est très très fort. Le -2 en casting rolls, selon le type de magicien qui est en face de vous, ça peut être très intéressant. Typiquement, un chamanisme ou un thaumaturge qui a besoin de faire des gros scores pour ses gros scores, pour ses gros sorts. Vous voyez, virtuellement, la comète, elle passe à 14. Ça commence à être compliqué, surtout quand on a des problèmes avec les miscasts. Donc voilà, très bon sort, Twisted Effigy. The Wheel Turns, pour 8, en classique, pour 10, en boosté, ça se passe à 24 pouces, c'est une malédiction, ça dure un tour. Les attaques de mêlée, effectuées par les rank and file modèles, attention, ça ne touche que les rank and file, de l'unité ciblée, ne peuvent blesser que sur 4+. Et les attaques de corps à corps, toujours des rank and file modèles, ne peuvent toucher que sur 4+. On s'en fiche de l'offensive skill, de la defensive skill, de la force et de la résilience. C'est du 4+, 4+. Et si vous le faites en boosté, ça marche aussi sur les attaques qui vont aller contre le. Donc, la cible typique de ce genre de truc, c'est les unités d'élite, qui touchent vachement bien ou qui ont une grosse force, bon les deux, ils se retrouvent en 4+, 4+, et puis vous avez vos petits gars tout pourris qui allaient peut-être toucher sur du 4, voire du 5, qui allaient blesser sur du 5 ou du 6, là vous vous retrouvez à faire du 4+, 4+, aussi si vous le mettez en boosté. Ça fait aussi que contre les résiliences de 8, les monstres résilience 8, si vous le lancez sur le monstre en version étendue, ça veut dire que n'importe qui de votre armée qui va aller le taper au corps à corps va le blesser sur 4+. C'est très, très, très fort, c'est très 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 ennuyeux. Alors ça fonctionne pas tout le temps parce que parfois en fait il faut faire les stats, faut regarder, est-ce que c'est intéressant que je fasse toucher et blesser à 4+, mon adversaire? Oui, non. Est-ce que c'est intéressant si moi je touche à 4+? Oui, non. Donc voilà, c'est assez intéressant comme sort, je trouve qu'il est vraiment, vraiment sympa. Ce 4+, bien sûr, se place avant tout autre modificateur. Donc évidemment, s'il y a un +1 pour toucher, par exemple les elfes toucheront quand même sur 3+. Parce qu'il y a le +1. Vous avez les épées enflammées, vous allez avoir le +1 pour blesser. C'est vraiment le 4+, de base, en fait. N'empêche pas les malus et les bonus. Le 5e sort, sur du 8+, en classique, du 8+, en boosté, à 18 pouces. C'est un sort universel, donc il peut viser l'ennemi comme vous, ça dure un tour, la cible gagne random movement 2d6 ou 3d6. Donc c'est à vous de choisir. En fait, ce sort, il est multiple. Vous pouvez le lancer sur vos unités, vous le mettez à 3d6, comme ça vous savez que le tour d'après, vous ne ferez pas de charge avec, mais ce qui veut dire pas de charge, ça veut dire pas de réponse à la charge, et en fait vous vous dirigez vers l'unité que vous vouliez charger et qui aurait fui certainement,
et là vous l'impactez. Ou alors vous mettez ça sur une unité, vous savez que votre adversaire va avancer mais un petit peu, parce qu'il doit contrôler, pas se avancer trop proche. Vous lui mettez le 3d6, ah bah là, il y a une chance que s'il veut avancer tout droit, il risque de se mettre vraiment à distance de charge pour vous le tour d'après. Vous mettez ça sur une machine de guerre, c'est une machine de guerre qui ne tirera pas puisqu'elle est obligée de bouger, on est obligé de faire les random movements. Évidemment, avec Twisted Effigy, ça veut dire que vous pouvez, si vos sorts passent, gérer 2 machines de guerre par tour. Une qui tire pas et l'autre qui bouge. Commence à être très intéressant. Donc, et puis il est pas cher, je veux dire, à lancer, il est pas compliqué, quoi. Et après, le 2d6, 3d6, ça dépend. Vous voulez pas risquer qu'il fasse les 18 pouces, bon, bah, vous savez que sa grosse unité de sa Death-Star, là, qui peut vous réduire en charpie, elle va avancer que de 12 maximum, parce que ça, vous le faites à 2d6. Donc vous vous mettez à 13 d'elle, elle peut pas vous charger, et par contre, vous faites ce que vous voulez derrière. Donc c'est vraiment cool, c'est vraiment très cool comme sort. Et on finit avec le 6e, le Bewitching Glare, sur 8 pouces en basique, en 12 pouces en étendu, enfin en boosté. Sur 12 pouces en boosté, c'est à 18 pouces quoi qu'il arrive, c'est une malédiction qui dure un tour. Les attaques de mêlée et les attaques de tir, si on se met en boosté, contre la cible, doivent relancer pour blesser contre la cible. Donc ça veut dire que si vous le passez à 12 pouces, toute votre armée, en gros, va relancer pour blesser contre cette unité. Que ce soit au tir ou au corps à corps. Il n'y a juste pas la magie. Que c'est très fort. C'est très très fort aussi. Et vous voyez que ça combatte énormément avec... faut imaginer plein de figurines, très nombreuses avec beaucoup d'attaques, qui génèrent beaucoup d'attaques, mais qui sont pas forcément très forts. Et s'ils peuvent relancer pour blesser, mais qu'en même temps ils sont sous la roue tourne, donc The Wheel Turns, au lieu de vous blesser à 5, ils vont blesser à 4 rerolls. Ça commence à être... ça commence à être très compliqué. La Witchcraft, elle est pas violente dans son... Elle n'a pas de blast, par exemple, vous voyez, vous faites pas de dégâts. Pas de dégâts, pas de snipe, rien du tout. Mais par contre, c'est du contrôle. C'est un domaine de contrôle qui est très intéressant, qui est certainement, je pense, le plus dur à jouer. Je veux dire, quand vous atteignez le niveau nécessaire pour bien jouer la Witchcraft, vous vous mettez en PLS beaucoup de monde. Parce qu'en plus, on s'en rend pas spécialement compte au début. On est un jeune joueur, ou quand on n'a pas l'habitude de la Witchcraft, on se dit, oui, d'accord, ok, tu fais ça. Ah oui, tu fais ça. Puis là, on voit les combos qui se mettent en place. Et c'est compliqué. Donc, ouais, un domaine très sympathique, la Witchcraft. J'ai hâte de l'essayer avec mes orques et gobelins. On a fait le tour des domaines, vous voyez, des domaines très éclectiques. On a quand même des sorts qui se retrouvent en termes d'effets. On a deux instances de bonus de force. On peut diminuer la résilience de plusieurs façons. Il y a plusieurs snipes. Il y a des pertes en offensive skill, défensive skill, mais il y en a une qui est permanente, l'autre non, mais qui est beaucoup moins dur à lancer. Et donc, en fait, on a vraiment de quoi faire, vraiment, dans cette phase, en fait. La magie est vraiment très intéressante à 9e âge. Contrairement à Feu Warhammer Battle, il n'y a plus vraiment de sorts totalement game break, type Soleil Violet qui pouvait vous ravager une armée ogre s'il était bien placé. Là, il n'y a plus ça. La magie, c'est vraiment alors c'est une vraie phase, hein. C'est pas un petit bonus, c'est pas un truc gadget. À vous de décider combien de points vous voulez investir dans la magie. Voilà, j'ai un de mes amis, Seven, qui ne sort jamais, ou quasiment jamais, sans un double master minimum. Donc ça veut dire au moins minimum 8 sorts. D'autres qui vont avoir le magicien, vraiment question de pas avoir une phase morte, mais qui vont pas mettre beaucoup de points dedans, et puis après il y a tout un éventail divers et variés. Donc utiliser la magie, tester les différents domaines, parce que une même liste avec des domaines différents, c'est plus du tout le même fonctionnement. Ça peut ne plus être du tout le même fonctionnement. Typiquement, vous avez une armée orc et gobelin. Si vous avez un domaine de chamanisme, vous allez pousser le côté combat, vous allez gagner en force, en résilience, pouvoir gérer un peu mieux les tirs, donc arriver plus nombreux au corps à corps, etc. Et si à la place vous avez un thaumaturge, c'est complètement différent, vous voyez. Ou si vous avez un pyromancien, c'est encore différent. Si vous avez un gobelin de la Witchcraft, c'est encore différent. Donc voilà, c'est une même liste se jouera différemment selon les domaines que vous utilisez. Je vous encourage, quand vous trouvez une liste qui vous plaît, mais que vous sentez qu'il y a un problème peut-être au niveau de la magie, que c'est pas efficient, testez votre liste avec d'autres domaines. Parce que ça se trouve, vous aviez fait votre armée avec le domaine de l'évocation. Vous jouiez Umbet avec évocation, bon, ça vous plaît, mais il y a un truc qui... j'utilise mes sorts, mais j'ai pas l'impression que c'est très efficace et tout. Et puis votre évocateur, vous le transformez en druide, en adepte, en mage du druidisme, et là, ça se révèle, parce qu'avec votre liste, le druidisme est génial, quoi. N'hésitez pas à faire ces changements-là dans les tests de votre armée, parce que parfois, c'est la seule chose qui a changé dans l'armée, c'est le domaine de magie, ou la répartition des domaines de magie. Quand vous avez plusieurs magiciens, vous pouvez vous dire j'ai un master évoque, un adepte cosmologie. Est-ce que un master cosmologie et un adepte évocation, ce serait pas plus intéressant pour ma liste à tester?
Testez-les et vous verrez. Puis en plus, ça vous permet de bien apprendre les sorts, les différents sorts des différents domaines. Donc ça, c'est cool. Et si vous n'avez pas accès à des domaines, je vous conseille quand même de bien lire, de bien écouter la vidéo qu'on vient de faire, parce que parfois savoir quand dissiper, comment dissiper, ça se base sur un seul truc, c'est la connaissance des sorts. Il faut savoir ce que fait un sort. C'est quelque chose qui est important, même si vous n'utilisez pas la magie ou très peu, il faut connaître la magie adverse. Braves gens, notre enchanteur m'informe que d'habitude il y arrive très bien, mais que là, visiblement, ça marche pas. On passe aux miscasts, donc les fiascos, ça fait pas partie de l'Arcane Compendium, c'est dans le livre des règles, mais je me suis dit que pour cette vidéo c'était important quand même de les mettre. En gros, invoquer des sorts, ça se fait pas gratuitement, c'est pas sans risque. Pour représenter ça, on va avoir donc des miscasts, des petits effets qui peuvent être des gros effets quand on se foire vraiment. Et ça se passe au niveau de l'incantation. Quand vous faites un triple, ou un quadruple, ou un quintuple, mais au moins un triple, vous générez ce qu'on appelle un fiasco. Ce fiasco, il va avoir une valeur qui est la valeur du triple. Alors pas en cumulé, mais des phases du dé. Donc par exemple, si vous faites un triple 3, c'est un fiasco 3. Par contre, si vous avez lancé 3 dés, parce qu'évidemment, si vous lancez 1 dé ou 2 dés, vous pouvez pas faire de triple, hein, et on n'a pas le droit de lancer 6 dés. Donc ce qui va se passer, c'est soit vous avez lancé 3 dés, soit vous en avez lancé 4, soit vous en avez lancé 5. Si vous avez lancé 3, vous avez moins 1 au résultat de votre miscast. Ça veut dire que, dans notre exemple, vous avez fait un triple 3, ça se transforme en triple 2. Si vous avez lancé 4 dés, ça reste un triple 3 dans notre exemple, et si c'est 5 dés, ça devient un triple 4. Toujours dans l'effet du miscast, pas sur la valeur du sort à invoquer. La thaumaturgie, rappelez-vous, ça rajoute 1 de base à cette valeur de miscast, et la carte 1 rajoute 1 quand la carte 8 en retire. Et voilà le tableau des effets du miscast. Si en mettant tous les bonus et les malus dont je vous ai parlé, si ça fait 0 ou moins, il n'y a aucun effet. Il ne faut pas oublier déjà que le miscast ne fonctionne que si le sort passe nativement. Si le sort ne passe pas, ou s'il est dissipé, le miscast n'a pas d'effet. Donc, c'est une fois qu'on sait que le sort va fonctionner, vous faites l'effet de votre sort, de votre attribut potentiel, et après on fait le miscast. Si ça finit sur un miscast 1, c'est Broken Concentration, donc c'est tentative de sort va échouer. Même si votre sort normalement aurait fonctionné, mettons, vous avez un sort qui, vous lancez 5 dés et il faut faire 8. Vous faites 6, As, 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 donc vous faites 9, 10 si vous êtes master, donc votre sort passe. Mais vous avez fait un fiasco 1. Le fiasco 1 dit que votre sort est échoué. Donc votre adversaire ne va pas le dissiper, évidemment, puisqu'il sait que vous allez le rater automatiquement. Par contre, ça vous permet de fizzle, donc vous pouvez récupérer les 3 as en question. Si c'est un fiasco 2, le Witchfire, vous allez prendre l'unité du caster, va subir 1 des 6 touches, avec AP2 Magical Attack, la force est égale au nombre de dés de magie utilisés. Donc si vous avez utilisé 3 dés, ce sera force 3, force 4 ou force 5, selon le nombre de dés. Le triple 3, Magical Infernal. L'unité du caster va subir 2 des 6 touches, avec AP2 Magical Attack et la force qui est égale au nombre de dés de magie utilisés. Donc en gros c'est un Witchfire qui est 2d6 touches au lieu de d6. Le triple 4, l'amnésie. Et oui, vous allez oublier pour toute la game le sort. Donc le sort passe, hein. Forcément, rappelez-vous, le miscast ne fonctionne que si le sort passe. Donc le caster vous perdez le sort. Donc ça fait un sort en moins, c'est un moindre mal parce qu'il n'y a pas de dégâts et le sort est quand même passé, mais c'est la dernière fois qu'il passe. Backlash. Triple 5, le caster va subir 2 touches qui vont le blesser sur 4+, avec AP10 Magical Attack. Là, il y a moyen de blesser gravement notre sorcier. Le triple 6, Implosion, c'est la même chose, mais cette fois il y a 4 touches. Donc là, il y a moyen de tuer notre sorcier en un coup. Et si vous faites un triple 7, rappelez-vous, c'est possible. Si vous lancez 5 dés, que vous faites la thaumaturgie, et qu'on est à la carte numéro 1, vous faites même un triple 8. Donc c'est complètement possible de faire un triple 7. C'est une brèche qui s'ouvre dans le voile, et la figurine du magicien disparaît. Vous perdez votre magicien. Il n'y a aucun type de save qui est autorisé contre ça. Ce qui veut dire, à tout moment, vous pouvez perdre votre magicien si vous lancez 5 dés. Puisque si vous faites un triple 6 en ayant ces 5 dés, ça devient un triple 7. À tout moment, en lançant 4 dés, et que vous jouez la thaumaturgie, vous pouvez faire un triple 6, qui sera en fait un triple 7. À tout moment, en lançant 4 dés, avec la carte 1, vous pouvez faire un triple 7. Donc voilà, donc dites-vous que le risque est énorme de lancer autant de dés quand on est, par exemple, sous la carte 1, ou quand on joue la thaumaturgie, parce que le triple 6 arrive, c'est possible. Le sort passe, très bien. Bien sûr, quand vous générez un triple 7, rares seront les adversaires qui vous diront « Moi, je vais quand même dissiper ton sort ».
Là, vous perdez un sorcier, vous perdez souvent. Souvent, quand vous avez lancé autant de dés, c'était parce que c'était un master, enfin bon, voilà. Donc, il faut faire attention aux magies, il faut pas faire n'importe quoi. Et puis après, il y a la solution hyper sécurisée de ne lancer que 2 dés par 2 dés. Vous ne ferez jamais de fiasco. On a fait le tour pour la magie. Alors, il y a des règles spéciales comme les Magical Move, les Rays et compagnie qui sont très bien décrites dans le livre des règles. Je pense que si je vous explique là maintenant, ça sert à rien. Autant vous les expliquer pendant une partie. Ce sera beaucoup plus intéressant. Plein de choses à faire avec la magie. Les Hereditary Spells, il faut bien les prendre en compte quand vous calculez le match-up contre telle ou telle liste. Parce que c'est qu'un sort, mais parfois c'est ce sort qui fonctionne extrêmement bien avec tel ou tel domaine. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à garder votre liste, mais à juste changer les domaines, interchanger les domaines entre vos magiciens de différents niveaux, etc. C'est une très bonne phase, la magie, c'est une guerre de ressources, parce que vous avez une ressource de dés de magie, votre adversaire a la même chose, en dés de dissipation. On peut faire des paris un petit peu osés, on peut se dire, tiens, moi quand je joue Thaumaturgie, j'aime beaucoup ouvrir la phase de magie avec un trial, le sort numéro 6. Vous lancez 2 dés trial. Sur un monstre, sur un char, sur un cow-boy, peu importe, une cible unique. Devoir le lancer qu'à petit format, et puis à longue portée du coup. Et puis le gars, il se dit, soit j'ai de la chance, c'est un concours de chance, hein. Même si vous avez un +1, et puis parfois, paf, vous mettez 3 points de vie dans un monstre, T1, vous avez utilisé que 2 dés sur votre phase de magie, c'est compliqué, psychologiquement c'est compliqué pour l'adversaire. Surtout quand il y a la comète derrière qui peut être incantée, donc il veut peut-être garder tous ces dés de dissipation pour ça. Donc le trial passe, après le blast, voilà. Là je parle que de la thaumaturgie, hein, mais il y a plein d'autres domaines. La plupart des domaines ont des sorts comme ça, où, vu qu'il y a un gros sort derrière que la plupart des gens voudront dissiper, vous commencez par les petits sorts un petit peu, voilà. Il y a rien de... C'est pas un gros sort, c'est pas un sort game break, c'est pas un sort qui va retourner un corps à corps, mais voilà, c'est un petit blast, c'est un petit bonus à gauche, un petit malus à droite, bon. Et voilà, c'est très intéressant la magie, je trouve cette phase très bien foutue dans le 9e âge. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça a répondu aux attentes de ceux qui voulaient une vidéo sur la magie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, au même moment où vous allez liker et vous abonner si c'est pas déjà le cas, pour que je vous y réponde ou que quelqu'un d'autre vous y réponde en commentaire également, ou alors que on y réponde tous ensemble lors d'un prochain live sur LCN. Donc je vous remercie pour tout, et je vous dis à très bientôt, que l'Obvi soit avec vous.